France Maghreb 2. Votre rendez-vous de référence tous les jours 16h-18h, c'est le grand forum comme chaque semaine du lundi au vendredi de 16h à 18h. J'espère que vous allez bien, en pleine forme. On est parti donc jusque 18h avec aujourd'hui celle qui est arrivée et bien entendu à l'heure, même plus qu'à l'heure d'ailleurs. Hanan Zawani, comment ça va? Bonjour Christophe, salam alaikum chers auditeurs. Bah écoutez, ça va très bien. Le lundi c'est Zawani. Le lundi c'est Zawani, puis c'est Voilà. vrai que j'aime bien arriver un petit peu plus tôt parce que ça me permet d'écouter l'émission Gérudi qu'il y a juste avant. Eh oui, en plus Voilà. aujourd'hui on parlait de l'affaire Yacine. Exactement. C'était très intéressant. Notre ami Enver de Santos, eh ben lui est en retard, voilà. Hein, on dit souvent que c'est les femmes qui se font attendre, là pour le coup c'est le contraire. Hein. Mais bon, allez, Alan, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché tout à l'heure? Alors, je vais un petit peu parler de la situation dramatique en fait qu'on a découvert en Libye. Oui. Donc voilà, c'est La vente d'esclaves. images. On voit en fait effectivement des migrants être vendus, et je vais surtout en profiter pour reprendre les mots d'une personne que je suis sur Facebook qui s'appelle Nordine, parce qu'effectivement il y a eu ce choc qu'on a eu nous de découvrir ces images-là. Mais surtout derrière on a énormément de frères, on va dire noirs, qui du coup s'en sont pris aussi à la communauté arabe. Ah oui. Donc voilà. Oui, par rapport effectivement à ce qu'on peut, on a pu entendre aux conditions d'accueil ou de traitement au Maroc, en Algérie. Que les Arabes soient racistes. Donc voilà, refaire un petit point par rapport à tout ça, puis reprendre les mots de cette personne, donc de Nordine, qui je trouve, a eu les mots justes, voilà, tout simplement. Très bien. Un coup de cœur peut-être, madame? Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'un événement qui est organisé par le Bondi Blog et qui a lieu samedi. Donc très bien. restez à l'écoute, je vous en parle, c'est super. J'ai hâte. Voilà. Hâte. Bon, eh bien rendez-vous tout à l'heure. On connaîtra ainsi le programme de Enver de Santos dans quelques instants, lorsqu'il sera là, bien entendu. C'est parti donc pour votre grand forum, dont voici le sommaire pour ce lundi. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, le chef d'état-major de l'armée israélienne tend la main à l'Arabie Saoudite pour faire front commun contre l'Iran. En Algérie, nous irons pour vous parler de cet avocat, Farouk Santini. Le président Bouteflika lui a confié vouloir se présenter pour un 5e mandat et libérer l'Algérie. La nouvelle feuille de route pour les médias algériens, un 5e mandat, je précise tout de même que la présidence a démenti. Mettre fin aux prières de rue implique de construire plus de mosquées. Abdallah Zekri souhaite voir doubler le nombre de mosquées et en profite pour tacler Manuel Valls. La question LGF, après le drame de Sarcelles ce week-end, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb n'a pas remis en cause l'autorisation faite aux policiers de garder leurs armes hors service. Les policiers doivent-ils rester armés après leur service? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Twitter, LGF officiel, ainsi que sur Facebook France Maghreb 2. Enfin, et pour finir tout à l'heure, Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum avec Hanan Zawani, pas de nouvelles de notre ami Enver. Bon, on espère qu'il va bien. Je sais pas ce qui se passe. On espère qu'il Enver, va bien. avis de recherche, on lance l'avis de recherche, Enver de Santos a disparu. Hanan, on va faire le point évidemment sur la question du jour que l'on pose aujourd'hui Oui. pour les auditeurs et auditrices sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel, pour voter, pour y répondre. Et je dois dire que cette question a obtenu un franc succès pour le coup, puisque pour faire référence à ce qui s'est passé, vous savez, c'était samedi je crois, à Sarcelles, un policier donc a ouvert le feu contre des passants et également contre des membres de sa belle famille, contre son épouse. 3 personnes je crois sont mortes. C'est hyper choquant, qu'il y ait eu un succès. Je sais pas si c'est un vrai succès. Non, mais pour enfin, la question c'est- je parle. Oui, oui. Ouais. Mais en fait, ça réagit quand ça heurte les gens et quand ça choque les gens. Là, effectivement, tu entends que il y a un policier déjà qui a utilisé son arme de service, qui a tiré sur son ami apparemment, Ouais. qui a des passants qui ont été tués, qui a même un chien qui a été tué. Donc oui, ça légitimement on se pose la question de est-ce que les policiers doivent garder leur arme de service sur eux après le service, quoi. Alors Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a lui immédiatement dit que oui, il n'y avait pas de raison de remettre en cause ce principe sous la base d'un fait divers, d'un policier effectivement qui a pété un plomb et qui a retourné son arme contre lui d'ailleurs. Alors apparemment on sait qu'on a appris d'après les informations que sa femme envisageait de le quitter, son épouse ou sa compagne, je ne sais pas trop oui. d'ailleurs, et donc il n'aurait pas supporté, donc voilà. Et donc on vous pose la question aujourd'hui, est-ce que selon vous les policiers doivent rester armés
hors service, vous savez, qu'ils peuvent ils peuvent garder leur arme, hein, tout simplement, en raison des menaces et de tout ce que vous connaissez bien sûr. Eh bien, sur Facebook, vous êtes 83% à dire non, qu'ils ne doivent pas rester armés, contre 17% oui. Et sur Twitter, c'est un peu plus Voilà, un peu moins. 76% qui estiment que non, ils doivent pas garder leurs armes, contre 24%. Donc que ce soit sur Facebook ou Twitter, la majorité des gens pensent que non, les policiers ne doivent pas rester armés. Oui. Donc vous pouvez nous donner évidemment votre avis en nous appelant 01 40 33 9000. Est-ce qu'on comprenez le fait que les policiers puissent rester armés après leur service, je rappelle? Eh bien vous répondez et continuez de répondre sur Twitter LGF officiel ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2 pour répondre à cette question. On va prendre maintenant dans les directions du Maroc avant toute chose, Anan, puisqu'il s'est passé un événement dramatique Oui. ce week-end. Ça s'est passé donc à quelques 60 km je crois d'Essaouira. Voilà, 70 km d'Essaouira, qui est connue pour être la ville et en tout cas une des régions où on cultive l'arganier. On cultive l'huile d'argan. Ouais. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait une foule énorme de personnes qui se sont rassemblées sur une place parce que il y avait un donateur, en fait, un mécène qui apportait de l'huile et de la farine. Donc déjà, avant qu'il y ait cet incident, on a des témoignages sur Facebook, en fait, où face à cette misère humaine, en fait, on a des Marocains qui réagissent en se disant mais voilà à quel point on en est, en fait, à ce qu'il y ait des centaines de personnes et puis des centaines de femmes qui soient rassemblées sur une place pour de l'huile et de la farine. Donc là, on apprend effectivement que cette région elle est extrêmement pauvre, que les personnes, les agriculteurs, la seule subsistance qu'ils aient, c'est grâce à la culture de l'argan, mais qu'en même temps ça suffit pas, en fait, à ce qu'ils mangent correctement. Et qu'en plus il y a moins d'eau qui est tombée, il y a une sécheresse qui s'est installée. Ouais. Donc du coup, la situation est assez dramatique. Et quand l'année dernière, il y avait 50 personnes, et là, on a des centaines de personnes. Donc ce qui est pointé du doigt, c'est qu'il y a une mauvaise organisation. Voilà, donc peut-être pas assez de vivres pour tout le monde, et une bousculade qui s'ensuit, et puis du coup résultat, ce bilan très dur, hein. Voilà, c'est 17 morts, 40 blessés, transportés par avion à Marrakech, enfin juste dramatique, au moment même où on a l'annonce qu'un satellite marocain a été envoyé dans l'espace, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà. Du coup, quelques commentaires un petit peu énervés sur les réseaux sociaux, puisque le roi a annoncé qu'il prendrait en charge tout ce qui est les obsèques funéraires, etc. Et donc les Marocains sur Facebook ou aussi sur Twitter lui disent c'est bien, mais il serait peut-être bien de donner à manger aux gens, quoi. Déjà en premier lieu. Voilà, c'est ça, c'est que il pointe du doigt effectivement une répartition des richesses qui est inégale, donc de plus en plus de riches qui s'enrichissent vraiment, et puis à côté une classe moyenne qui tend à s'effondrer, et puis des agriculteurs qui vivent dans des conditions très très difficiles, quoi. Si vous voulez évidemment intervenir sur ce sujet, sur ce drame qui s'est produit, on le rappelle, hier au Maroc, à 70 km à peu près d'Essaouira, lors d'une distribution de nourriture. Donc ce bilan bousculade qui a fait donc 17 morts et plus de 40 blessés au Maroc. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous donner votre avis qui nous intéresse plus que jamais, et puis évidemment on espère que ne pas revoir ce genre de drame, parce que c'est inquiétant et ça pose bien des questions aussi, effectivement, comme tu le soulignais, alors que le Maroc est en pleine extension dans beaucoup de domaines. Voilà. Il y a encore ce type de drame, c'est juste intolérable, quoi. Il y a une partie de la population marocaine qui est très pauvre, et notamment dans les campagnes. Donc il y a énormément d'initiatives qui sont promues à la télé. Donc on n'arrête pas de dire qu'il y a des coopératives, qu'il y a des femmes qui s'en sortent et tout grâce à la culture de l'argan. Mais en réalité non, c'est pas vrai. C'est très difficile et c'est des exceptions qui s'en sortent.
Justement, si vous êtes de cette région, vous connaissez un petit peu cette région où ça s'est passé. Hein. C'était donc on a le nom de la ville. 70 km d'Essaouira. Je vais essayer de. C'est pas loin de Marrakech, tout ça, non? Oui. Non, pas tout à fait, mais attends. Ouais, c'est dans cette partie-là, quoi. Pas tout à fait, non. Ah bon, d'accord. Non. Bon, écoutez, dites-nous en tout cas si vous êtes de ce coin-là, donc au Maroc, pour qu'on puisse évidemment en parler avec vous, 01 40 33 9000 de ce qui s'est passé donc au Maroc. Alors moi, là où je suis un peu étonné, c'est que ça a quasiment pas été relayé cette info dans les médias français. Rapidement, il y a eu un flash info. Très rapidement. Voilà, il y a eu un flash info. Bah, j'ai l'impression que les infos qui sont un petit peu gênantes sont pas relayées. Donc, ce qui s'est passé en Libye non plus, c'est pas beaucoup relayé, donc je sais pas. C'est sûr. Soit ça intéresse pas, soit ça met une gêne d'un point de vue diplomatique, donc on veut pas en parler. Donc la ville, Christophe, Sidi Boulalem. Sidi Boulalem, d'accord. Voilà. Donc à peu près 70 km d'Essaouira, qui est une très belle ville d'ailleurs, Essaouira. Oui. Ouais. Il y a, paraît-il, un microclimat là-bas. Vous nous appelez 01 40 33 9000 pour nous parler de ce qui s'est passé donc au Maroc, de ce drame produit hier. Ceci étant, on va ouvrir notre premier sujet et peut-être une source d'inquiétude de ce qui peut éventuellement se passer. Et dans un contexte d'ailleurs de forte tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, le chef d'état-major israélien a déclaré qu'Israël était prêt à collaborer, à échanger des informations avec l'Arabie Saoudite dans le but donc de faire face à l'Iran. Si l'Iran est le grand ennemi d'Israël, ce dernier n'a pas de relation diplomatique avec Riyad, mais les dirigeants israéliens répètent à l'envi que l'influence grandissant dans cette région de l'Iran, au Moyen-Orient, et les inquiétudes qu'elle suscite parmi certains pays de la région créent une nouvelle convergence plutôt d'intérêts. Israël s'alarme des activités nucléaires iraniennes et du danger que Téhéran a engagé militairement aux côtés du régime de Bachar al-Assad, n'établissent un nouveau front près des frontières israéliennes. L'Iran soutient un autre des grands ennemis d'Israël, le Hezbollah chiite libanais, à la suite donc de ces informations que l'on vous donne. L'Arabie Saoudite qui est plus que jamais menaçante à l'encontre et à l'égard de l'Iran, pas plus tard qu'hier soir. MBS, enfin plutôt l'Arabie Saoudite, menace donc un peu plus chaque jour l'Iran, à tel point qu'on est légitimement au point de se poser cette question. L'Arabie Saoudite, Israël vont-ils faire face à l'Iran? Il y a eu d'ailleurs par rapport au Liban une réunion de la Ligue arabe qui s'est plus ou moins bien passée. On a un peu d'ailleurs tapé sur le Liban, reprochant au Liban donc de soutenir ou d'être un franc soutien du Hezbollah. Donc voilà, il y a toute cette conjoncture diplomatique qui s'engage, toutes ces menaces aussi qui s'accélèrent autour de l'Iran, des menaces donc qui proviennent de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000. Je rappelle quand même qu'à la suite de la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri le 4 novembre à Riyad, ça s'est passé. Le Hezbollah et l'Iran ont accusé l'Arabie Saoudite de pousser Israël à attaquer le Liban justement. Donc vous nous appelez bien sûr pour nous donner votre avis. Anan, est-ce qu'il y a moyen de s'inquiéter justement par rapport à toutes ces tensions perceptibles et faut-il craindre une espèce d'échelle, degré d'échelle qui pourrait devenir de plus en plus important concernant donc un conflit qui risque de faire beaucoup de dégâts? Déjà revenir effectivement sur la normalisation, on va dire, des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, donc qui est de plus en plus présente au niveau des médias depuis plusieurs mois. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'opinion publique de l'Arabie Saoudite est prête? Donc ça fait plusieurs mois qu'on la prépare en réalité à ça. Donc jusqu'où est-ce qu'ils pourront aller? Là, je trouve que les Israéliens, ils ont passé le stade du flirt, on va dire, avec l'Arabie Saoudite. Ah oui, là, oui. ils font maintenant c'est officiel. Du pied de manière très directe. Mais voilà, est-ce que l'opinion publique au niveau de l'Arabie Saoudite est prête? Je ne pense pas. Après, pour tout ce
tout ce qui concerne là le Liban, l'Iran, le fait que l'Arabie Saoudite insiste de plus en plus en disant que l'Iran est l'ennemi qui veut prendre beaucoup trop de place. En réalité, on voit un Iran qui ne parle pas, qui ne fait pas d'annonces tonitruantes. Ouais. Et par contre, on a l'Arabie Saoudite qui est très Qui joue les gros bras. Voilà, qui est très agressif. Donc voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui est dangereux pour la stabilité du Moyen-Orient que l'Iran. Voilà, c'est assez inquiétant et j'ai l'impression que ils sont prêts à prendre soit effectivement il la joue un petit peu à la Trump en fait, où ils essayent de montrer les gros bras et il va rien se passer du tout, soit effectivement ils se préparent vraiment à attaquer l'Iran, mais là Israël confirme, et notamment ce général là, qu'il est tout à fait hors de question en fait de passer à l'attaque, mais par contre qui sont prêts à négocier pour s'échanger des informations. Parce que c'est l'ennemi commun. Ouais, absolument, c'est l'ennemi commun. Je précise pour être tout à fait complet qu'apparemment Tel Aviv, Israël aurait lancé des invitations aux chefs d'État arabes pour qu'ils viennent visiter Tel Aviv afin d'entretenir, dit Israël, de meilleures relations avec les pays arabes. Bon, c'est lesquels évidemment. Et pour être tout à fait complet, Saad Hariri qui sera en Égypte demain et sera reçu par El-Sisi et avant de se rendre donc apprend-on au Liban à l'occasion de la fête nationale qui aura lieu, je crois, mercredi. Voilà, à Beyrouth, où il devrait d'ailleurs officialiser, devant le Parlement bien sûr, sa démission. Yanis est avec nous, il nous appelle des Lilas. Bonsoir Yanis. Bonjour. Bonjour à vous Yanis. Comment ça va? Ça va, merci. Je vous appelle concernant le sujet là, que vous êtes en train de parler. Donc, je suis de la région de Berkane, du Maroc. D'accord. Et donc, je confirme ce que disait là votre collègue là. Au Maroc, c'est inadmissible. Il y a la moitié de la population qui sont très pauvres et l'autre population qui sont très riches. Et les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Ouais. Exactement. Donc, il y a les dominants et les dominés. Il y a les soumis et ceux qui les soumettent. Et franchement, c'est honteux. Alors attention, pour tous ceux qui nous écoutent, je suis fier d'être marocain. Je ne dénigre pas, mais je dis la vérité. C'est honteux. Lorsque je vais au Maroc, je suis fier. Mais quand je repars, quand même, moi, Dieu merci, j'ai la chance que mon père m'ait ramené en France, où j'ai eu l'éducation, tout ça, où je m'en sors. Mais ceux de là-bas, ils s'en sortent pas. Je vais vous citer un exemple, que je raconte pas de bêtises. Pour acheter une maison, j'ai acheté une maison, on appelle ça les logements sociaux. Les logements sociaux, c'est pour ceux qui n'ont pas très les moyens. Mais c'est des mensonges. C'est dans les papiers, on met dans les actes notariés, on les met que ce sont des maisons qui se vendent 20 000 euros. Mais en dehors, on la vend 42 000 euros. Donc, il faut donner 22 000 euros en dessous de table. Ça, c'est pour ne pas qu'ils payent des impôts. Oui. Et les riches qui deviennent plus riches. Et moi, comme je suis de France, où j'ai pu avoir 22 000 euros, donc j'ai pu les ramener. Le reste, en crédit, j'ai pu avoir que 20 000 euros. Mais le pauvre au Maroc, qui ne peut pas réunir 22 000 euros, il peut pas s'acheter cette maison, alors que ce sont des logements sociaux. Ouais. Et c'est l'État qui a donné ça à des promoteurs pour les vendre, pour des gens qui n'ont pas les moyens, mais ceux qui n'ont pas les moyens ne pourront pas acheter. Vous êtes les promoteurs, c'est Yacine, c'est ça? Non, c'est Yanis. Yanis, pardon. Les promoteurs au Maroc, il faut savoir que c'est tous, ils sont tous autour du cercle de la famille royale. Tout à fait. Le marché immobilier au Maroc, c'est des très riches. Il y a eu des scandales très graves où on montait des immeubles et derrière il y avait de la malfaçon. C'est juste catastrophique, quoi. Je confirme. Et comme on parlait aussi des agriculteurs, moi je suis le fils d'agriculteur. Quand je vais au Maroc chaque année, je viens de mon père, il a des terres agricoles. Ouais. Mais bon, comme le pauvre, il a pas très les moyens, il a serré la ceinture pour acheter ça, il a 10 hectares. Mais malheureusement, il peut rien faire dessus. Pourquoi? Parce qu'il a pas les moyens et on peut pas les aider. Genre le crédit agricole, vous savez, il vous aide pour acheter un tracteur. Oui, allez réunir un exemple, le tracteur c'est 24 000 euros. Il faut réunir 17 000 euros et eux leur donner un chèque de 7 000 euros. Ils vous aident de 7 000 euros. Si l'État rembourse 7 000 euros, c'est bon. Il y a pas de souci. S'il l'aide pas par rapport au dossier financement, vous les avez pas. Donc allez réunir 17 000 euros comme ça pour un petit agriculteur. C'est impossible. Donc je vous dis, les pauvres ils triment. Si je vous dis encore, moi, vous savez, je vis ça de très près. Je les vois lorsqu'ils sèment, vous savez, pour le blé et l'orge. Oui. On est encore à l'époque de la préhistoire où ils sèment à la main. Très vous voyez, rudimentaire. C'est honteux.
Oui, c'est très C'est rudimentaire. Il y a même des femmes qui portent des colis de 60-70 kilos sur le Tout à fait. sur le Tout à dos. fait. Le Maroc, ceux qui vont chercher, Nador, tout ça, je les vois lorsque voilà, je passe la vers frontière, tous Ceuta. ceux qui vont aller chercher les choses qui sont dédouanées, quoi. Voilà. Et ils vont aller chercher au marché noir. Les Et je femmes. vous dis, c'est honteux. C'est honteux de nos jours au Maroc où les gens ils sont bien gentils quand ils montrent à la télé, vous savez, l'agriculture. Oui, ils montrent Casa, Rabat, tout ça. Mais du côté là d'où je suis là, du nord, ils sont encore en train avec la main. Et le pauvre qui est là, qui c'est même pas son domaine, il est là pour essayer de gagner sa journée. Combien il gagne par jour? 4 euros. 4 euros. Voilà. Merci Yanis. Merci beaucoup en tout cas Yanis de Lila. À bientôt. Merci de votre appel. C'est 60% de Marocains qui vivent dans la pauvreté, voilà. Ah oui, c'est énorme. C'est quand même impressionnant. Puis il y a un taux d'alphabétisation. Voilà, il a remonté un petit peu, il est moins, il tend à s'améliorer, mais oui, il est encore très très fort, oui. Ouais, alors que le Maroc, on disait tout à l'heure, est en train de se développer dans bien des domaines. Il y a quand même des domaines qui sont quand même cruciaux, comme il y a un vrai souci de la répartition de la richesse, que ce soit dans le monde et particulièrement dans les pays en voie de développement. C'est là où c'est le plus choquant. Allez, un autre appel par ici au 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur. C'est le docteur. Ça va votre collègue, Madame Hanan? Salam alaikum. Voilà ce qui fait. Très bien, merci et vous? Ça va très bien si je vous entends tous. Attendez, je ferme la porte comme ça. Oui, fermez la porte, comme ça on sera tranquille. Voilà. Alors docteur, je suppose qu'on va parler un peu de ce qui se passe au Moyen-Orient avec vous, docteur, hein? Voilà, il est parti fermer la porte, comme on peut l'entendre, de son bureau, voilà, je suppose. Donc, je peux réagir par rapport à la question libanaise, la Ligue arabe, et l'histoire que vous avez racontée, ce qui se passe pour l'histoire des coalitions anti-iraniennes. Voilà, donc commençons par le Liban. À propos du Liban, le président Michel Aoun, qui attend Monsieur Hariri, qui est le président du Conseil et pas un premier ministre, bon c'est pas grave, il y a beaucoup d'erreurs, comme la 4e République, le président du Conseil, on l'appelle, donc pour la fête de l'indépendance ce mercredi. Donc il a publié donc un communiqué qui rejette en bloc l'ingérence de la Ligue des pays arabes dans les affaires intérieures du Liban. Et donc, il vient de dire que ça, c'est une ingérence et le Liban n'est pas un champ de combat entre les Iraniens et les Saoudiens. Voilà. Donc, ça, c'était clair et net. C'est lui qui attend donc M. Hariri pour qu'il lui place à la main sa démission. Et après, donc, c'est une affaire libanaise. Ça, concernant le Liban. Cheikh Hassan Nasr Allah, il va parler tantôt, ce soir, là, à propos de tout ça. D'accord. Donc ça, c'est concernant c'est le chef du Hezbollah, l'histoire. Mais par rapport à ce qui se passe exactement, de toute façon, Israël est actuellement, donc ils vont recevoir Monsieur Lavrov à propos de la Syrie. Donc revenons vite vers la Syrie. Effectivement, il y a eu des combats dans un village druze dans le sud syrien, pas loin du Golan. Et puis, c'était entre les Druzes et exactement les musulmans sunnites, là, ce qu'on appelle Nusra. Et donc, l'état-major israélien, il a dit, on veut bien défendre nos compatriotes druzes. Mais alors que là, eux, ils ont demandé la protection de l'armée syrienne. Enfin, il y a un imbroglio comme pas possible. Est-ce qu'on a des nouvelles de Boukamal? Al-Boukamal. Alors, on va sauter vers. Alors, le Boukamal, c'est encore l'imbroglio, la totale. C'est-à-dire, les troupes syriennes ont été piégées avec leurs alliés russes et ainsi de suite il y a une semaine à l'intérieur. Donc, ils ont échoué, donc ils sont retirés. Et là, l'aviation et M. Lavrov en personne, il a dénoncé l'ingérence américaine. De toute façon, ils sont à 100 mètres, les troupes russes et américaines. On en a déjà discuté, du jamais vu depuis la guerre de la Corée entre 1950 et 53. Donc, ils ont évité que les bombardiers russes interceptent l'État islamique. Pour le moment, il y a Docteur, il faut conclure, on en a plus. Syrienne à Boukamal.
mais il y a maintenant les Américains poussent les Kurdes à récupérer Boukamal contre l'armée syrienne. Voilà. Merci docteur en tout cas pour ce point très complet comme d'habitude d'ailleurs. 01 40 33 9000 dans un instant. On fait le point sur la question, la vie tranchée d'Anan Zawani, le zapping et notre deuxième sujet à suivre sur votre radio France Maghreb 2, c'est le Grand Forum jusqu'à 18h. Merci d'écouter France Maghreb 2, le Grand Forum, votre émission tous les jours 16h 18h. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois en ce lundi début de semaine avec Anan Zawani qui est avec nous aujourd'hui, qui a été abandonné lâchement par Anver dos Santos, mais évidemment... on va espérer, on va souhaiter qu'il aille bien déjà. Ouais, parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Oui, c'est pas du tout son style. S'il va bien et qu'il nous a fait défaut, croyez-moi que la vengeance va être terrible. Exactement. C'est parti donc pour la vie tranchée de Anan Zawani, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Avec cette question, les Arabes seraient-ils racistes contre les Noirs, Anan? Exactement. Donc, avant de répondre à la question, donc peut-être avec toi aussi, Christophe, c'est vous faire une lecture d'un statut qui est paru hier, donc d'un ami à moi qui s'appelle Nourdine, qui réagit en fait face à l'actualité où on apprend que des Libyens mettre en esclavage des Noirs, tout simplement. Donc mon cher frère noir, je te respecte, tu es mon frère, mais me demander de réagir et de dénoncer publiquement les atrocités que subissent les Noirs en Libye, commises par des Libyens, donc des Arabes, c'est comme quand les Blancs me demandent de dénoncer les terroristes, car ils sont Arabes aussi, alors que j'ai des frères et sœurs parmi les victimes. Je comprends qu'émotionnellement tu sois choqué, car je le suis tout autant que toi, mais ne fais pas d'amalgame entre ces chiens qui vendent des humains et moi. C'est toi qui es mon frère, pas eux. J'ai bien plus de points communs avec toi qu'avec eux. C'est ton pied à toi que le mien touche quand nous prions ensemble à la mosquée, pas les leurs. Alors ne m'insulte pas, ne mélange pas tout. Donc voilà, j'ai trouvé cette prise de parole courageuse. Ça permet effectivement de remettre les choses dans un cadre. Effectivement, aujourd'hui, on a énormément de nos compatriotes noirs africains qui se sentent choqués émotionnellement et qui du coup dénoncent aussi le racisme arabe et pointent du doigt effectivement que les Libyens sont arabes, donc l'arabe est raciste. Donc aujourd'hui, il s'agit de dire que ce qui se passe en Libye, ça concerne la Libye, ça ne concerne absolument pas les Maghrébins de France, on va les appeler comme ça, les Arabes de France, et qu'il faut surtout pas amalgamer. Par contre, est-ce que on doit réagir face à cette actualité? Oui. Est-ce qu'on doit être honnête avec nous-mêmes et profiter aussi pour mettre en avant que le racisme arabe existe? Moi, je pense que oui. Le racisme arabe existe. Il est très présent, en tout cas, dans mon pays, dans le pays duquel je suis originaire, qui est le Maroc. C'est une vraie réalité. Il y a des migrants qui sont nombreux au Maroc et qui se font insulter, qui se font frapper. Alors, je dis pas que c'est par toute la population, mais ça existe. Donc oui, le racisme arabe contre les Noirs existe. Et à côté de ça, c'est pas une généralité. Et faire également un petit rappel pour dire que un Arabe n'est pas supérieur à un Noir, qu'un Noir n'est pas supérieur à un Arabe, qu'un Blanc n'est pas supérieur à un Noir, etc., etc. Voilà. Merci pour ce rappel bien utile que vous pouvez d'ailleurs revoir sur la page Christophe le Grand Forum sur Facebook. Alors, avant d'accueillir Samira, on va faire un petit point avec pour revenir rapidement sur l'ancien sujet, pour faire le point sur une situation qui finalement chauffe entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Liban et toute cette région qui brûle. On a Sofiane, notre spécialiste, Sofiane Lakhdari. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Christophe, spécialiste, pas spécialiste, moi je suis juste l'actualité. Attends, j'ai envie de dire que t'es notre spécialiste, voilà, t'es notre spécialiste. Bonjour à Hanan. Tu sais, on va faire comme sur les autres chaînes, tous les autres chaînes, ils ont leurs spécialistes en islamisme, leurs spécialistes en radicalisation, leurs spécialistes en je sais pas quoi, et c'est péjoratif, ça, c'est péjoratif. On se fie à ce que racontent certains, malheureusement, qui occultent et qui déforment certaines réalités. Moi, tout d'abord, juste pour revenir à la vie tranchée de Hanan sur
sur ce qui se passe, qui est scandaleux en Libye, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Et qui revient et qui, si vous vous souvenez, à l'époque de la soi-disant révolte du peuple opprimé libyen contre le guide Kadhafi, alors il y avait une propagande qui était propagée, à savoir que Kadhafi allait ramener des Noirs pour se battre pour son régime. Et à l'époque, il y avait une maltraitance telle, parce qu'il y avait presque entre 4 et 5 millions d'Africains noirs, si vous voulez, ou bien du Sahel, du Niger, du Nigeria, surtout des anglophones, qui étaient en Libye, qui travaillaient avec 4 à 5 millions. Et ils se sont retrouvés à se faire massacrer. Moi, j'ai des vidéos de 2010 où on mettait des Noirs dans des cages et ils se faisaient lapider. Il y a des autres qui se sont fait lyncher en plein public parce qu'il est noir, alors du coup, il combat avec Kadhafi, il se faisait lyncher. Et tout ça a un but, aujourd'hui, ça ressort, c'est de diviser le monde maghrébin de son empreinte africaine en vérité. Oui. Et c'est pour ça que c'est la CNN qui ressort. Après, pour parler du racisme, le racisme il existe partout, chez les Arabes, chez les non-Arabes, aux États-Unis, avec des pays qui sont très développés, dans une population qui est assez cultivée, et on trouve toujours ces réactions primaires, c'est-à-dire le rejet pavlovien de tout ce qui est étranger. Donc vous dites que c'est un complot en fait, que CNN a orchestré ça? Non, pas complot. Moi je dis pas complot. Non, moi, comme dit Roosevelt, rien ne vient par hasard. Que la CNN nous ressort ces vidéos, elle aurait dû les ressortir par exemple en 2010. Moi je dis pourquoi ça ressort maintenant. Pourquoi ce n'est pas relayé par les médias, les grands médias français, parce que la Libye elle est quelques heures. Ouais. Une immigration massive qui arrive. Pourquoi et tu l'as super bien posé la question, Hanan, pourquoi ce n'est pas relayé? C'est scandaleux ce qui se passe en Libye. Voilà. Il y a eu une manifestation dernièrement qui a regroupé des centaines de milliers de personnes dans les rues parisiennes, mais on a parlé surtout de l'affrontement avec la police à la fin, alors qu'on n'a même pas détaillé, on n'a même pas donné la parole au peuple africain qui existe et qui est scandalisé, ou pas africain seulement, il y avait des Français scandalisés par ce qui se passe. Moi, je dis que rien n'est dû au hasard. Qu'on en parle maintenant de la manière dont c'est débattu, on va poser les bonnes questions. Pourquoi Sarkozy et Hillary Clinton sont partis bombarder un pays, dépouiller un pays de 180 milliards. C'est un pays qui était, le SMIC était assez élevé, il y avait des Africains qui travaillaient, il y avait un pays avec des actions dans certains autres pays européens, ils vivaient très bien. Voilà, maintenant, c'est pas la démocratie ou la liberté si les gens aiment bien ces slogans. Mais les gens vivaient très bien. Aujourd'hui, c'est une population qui s'est réduite de 30%. Ils sont réfugiés soit en Tunisie, soit en Égypte en grande partie. Et un peuple où il y a des brigades pour chaque compagnie. La brigade BP, la brigade Total, la brigade Chevron, etc. Et qui dépouille la Libye de son gaz, de son pétrole. Et on a bien prédit avant, si tu te rappelles Christophe, en 2010, la somalisation de la Libye qui était au programme. Et non pas la démocratie. Exactement. Et je dirais bien les gens qui venaient et qui pleuraient, qui versaient des larmes de crocodile pour le peuple libyen, pour se faire massacrer par le guide, ils viennent et qui nous donnent leur réaction aujourd'hui. C'est pour ça ma position, moi toujours, c'est pas pro-gouvernement, mais faites attention aux conséquences de ces révoltes non réfléchies. Sofiane, voilà, un petit mot rapide sur ce que l'on évoquait tout à l'heure, cet affrontement. Moi, je voulais juste 2 ou 3 infos qui n'ont pas été malheureusement divulguées à la grande masse. C'est le cas de Saad el-Hariri, qui est Premier ministre libanais. Oui. On a parlé, qui a été capturé, après libéré. Sauf qu'il faut pas oublier qu'il y a 2 de ses enfants, un enfant de 12 ans et un enfant de 15 ans. Ils sont toujours en Arabie. Toujours en Arabie Saoudite. C'est un moyen de pression, ça, hein? Un moyen de pression, hein? Voilà, il y a un agenda politique, il va l'accomplir, soit il l'accomplit, soit c'est le deal qui a été signé avec la France afin de le libérer. Et si vous vous souvenez, 12 jours de capture, il n'a même pas adressé la parole au président Michel Aoun. Arrivé ici en France, la première des choses, il a récupéré son portable et il a appelé Michel Aoun pour dire, pour les gens qui doutent encore de la mainmise de l'Arabie Saoudite et la tentation de l'Arabie Saoudite. Pourquoi elle a fait ça en vérité? C'est de créer un chaos constitutionnel au Liban afin de faciliter la guerre d'Israël face au Hezbollah. Parce qu'aujourd'hui, Israël, pour mener une guerre au Liban, elle ne peut pas la mener parce qu'il y a une cohésion nationale malgré les divergences politiques. Il y a pas les prémices d'une guerre civile. Ce que veut en vérité l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'elle a comme rôle aujourd'hui de faire. Créer une guerre civile par tous les moyens et
pousser Israël après pour faire la guerre. Pourquoi la guerre au Hezbollah en vérité? C'est pas parce qu'ils sont chiites, c'est pas parce que parce qu'ils ne sont pas des pays alliés à Israël. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'on disait depuis le début de ce printemps arabe et des relations dans les hôtels, les grands hôtels européens et américains. Il y avait des rencontres entre les dirigeants saoudiens et israéliens, et il y a un grand général, on en a parlé ici, qui s'appelle Anwar al-Ashazqi. C'est un général saoudien qui s'est rencontré à plusieurs fois, soit il partait au CFR, il rencontrait de hauts dirigeants israéliens, et aujourd'hui nous avons un général israélien qui fait non pas seulement une déclaration de coopération militaire, mais dans un journal saoudien. C'est le journal ILAF, c'est un journal saoudien qui est publié en Grande-Bretagne et qui appartient au responsable de la communication à l'époque de Selman, quand il était le recteur de la ville de Riyad en Arabie Saoudite. En un mot, Sofiane, est-ce qu'il faut craindre un affrontement Tout est possible. Ouais. Tout est possible aujourd'hui, mais il y a un plan de paix qui est en train d'être concocté. Pourquoi cette guerre en vérité? Pourquoi l'Arabie Saoudite? Il y a un plan de paix pour en finir avec la cause palestinienne et de rouvrir des relations directes avec Israël. Et ça, c'est l'Arabie Saoudite qui doit mener la bataille en vérité. Il y avait le Qatar qui avait comme rôle ce rôle-là, et après le départ du roi du Qatar avec son premier ministre, le flambeau a été reproduit par l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, ces deux pays se disputent en vérité dans le leadership de la soumission à Israël et aux Américains. Sofiane, est-ce que le fait que Netanyahou vienne en France pour parler de la crise libanaise, donc en début décembre, paraît-il, pour rencontrer Macron, est-ce à dire que la France a quand même un rôle à jouer dans cette diplomatie? La France aujourd'hui, elle est venue sauver l'Arabie Saoudite de ce marasme, dans ce piège où elle est tombée en vérité. Elle voulait, par l'enlèvement de Saad al-Hariri, provoquer le chaos. Sauf qu'il y a eu une réaction différente de ce qu'elle attendait, et on a eu une cohésion nationale, une union nationale, parce qu'il y a eu un discours de Hassan Nasrallah appelant au calme, le général Aoun qui a refusé cette démission parce il disait qu'elle était anticonstitutionnelle. Ils ont eu la réaction différente. Sauf que la France aujourd'hui, elle peut revenir dans un jeu à l'intérieur du Liban. Elle a un grand rôle parce qu'elle, au niveau historique, etc. Sauf que la France veut jouer un rôle d'intermédiaire, sauf que déjà, elle a tenu des positions anti-iraniennes, et même Macron a décalé son départ en Iran, parce que a priori c'était d'Abu Dhabi, il devait partir en Iran, sauf qu'il est parti en Arabie Saoudite, il est revenu en France, il n'est pas encore parti en Iran. Nasrallah qui devrait s'exprimer ce soir, paraît-il, c'est vrai? Oui, Hassan Nasrallah devait s'exprimer, voilà, on attend ces déclarations, parce qu'il faut dire qu'en Israël, ils attendent plus le discours de Hassan Nasrallah de Netanyahou, et tous les analystes le croient lui, qu'ils ne croient pas les dirigeants politiques israéliens. Sauf que voilà pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit il y a 6 mois, Christophe, je disais que l'Arabie Saoudite va être le numéro 1 au niveau des médias, dans la une des médias de tous les médias. Aujourd'hui, Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier, est en train de mener une guerre frontale à sa famille royale. Il a emprisonné des gens de sa famille. Aujourd'hui, il pourra mener une guerre contre l'école wahhabite, parce que dans son projet de 2030, et on en parlera peut-être la prochaine fois, c'est un projet de modernisation de l'Arabie Saoudite au modèle émirati. Et aujourd'hui, il ouvre un nouveau front au niveau du Liban, après l'avoir ouvert en Syrie, en Irak et au Yémen, avec les échecs qu'on connaît. Merci Sofiane. La fin de l'Arabie Saoudite, c'est pas quand, c'est comment. Ça se fera ou ça se fera pas, c'est quand et comment ça se fera. On reste évidemment en vaillant et on suit de très près ce qui se passe. Et le Liban, et après juste, Christophe, ces Saoudiens, s'ils veulent faire la guerre à l'Iran, ils ne la font pas au Liban, qu'ils la fassent directement en Iran. Et surtout, l'Iran occupe des îles aujourd'hui, les Émirats, qui fait partie du Conseil de pays du Golfe. S'ils veulent montrer leur biscotto, qu'ils vont directement à l'Iran et non pas embêter le peuple libanais. Il a assez souffert depuis la guerre civile. C'est clair. Et voilà. Et juste, il y a un plan de paix qui a été proposé par l'Amir Abdallah à l'époque en 81, et ça a été refusé par les Libanais. Ça a fini par une guerre civile. Est-ce que le plan de paix qui est concocté par Donald Trump et son neveu Kushner aujourd'hui, et il va être proposé, s'il est refusé par le Liban, ce qu'on va pousser, l'histoire est en train de se reproduire, j'espère pas, et j'espère me tromper. Merci Sofiane, et reviens quand tu veux, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu quand même. Merci Christophe. Moi, je connaissais pas Sofiane, mais ah ouais, c'est un bon Sofiane, c'est un chroniqueur de LGF. Ah vraiment, mais il a ses positions, mais voilà. Oui, c'est bonjour Sofiane. Tu vois, elle vient juste de se rendre compte que t'étais chroniqueur dans l'équipe LGF, hein. Mais non, mais je savais pas que c'est Sofiane Lakhdari. Bah si, c'est notre ami Sofiane Lakhdari. Voilà. Je me dis, mais dis donc, qu'est-ce qu'il
il est bon cet auditeur. Ah bah oui, voilà. Merci Sofiane. À bientôt Sofiane. Ciao, à bientôt. Allez, je crois qu'il y a Samira qui nous attend depuis tout à l'heure, la pauvre. Bonsoir Samira. Bonsoir Christophe. Alors je conduis, hein, j'ai mis mon Bluetooth. Ah. Je pense que ça résonne pas, ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe, Samira? Écoutez, non mais déjà je tenais à vous remercier parce qu'encore une fois on apprend beaucoup de choses. C'est vrai. Donc là après avoir écouté Sofiane, j'ai encore appris des choses. Voilà, remercier la qualité de vos interventions, de vos émissions, Christophe. Je vous écoute à chaque fois entre deux visites. J'arrive jamais à écouter toute une émission du début à la fin. Mais voilà, alors je voulais intervenir, étant marocaine. Ouais. Déjà je dis bonjour à Hanan qui est présente avec vous. Et étant marocaine, mariée algérien évidemment. Pourquoi évidemment? Mariée algérien, donc je suis outrée par la mort des 15 personnes. Je me dis c'est pas possible. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Et pour avoir eu ma mère qui est souvent en contact avec ma famille au Maroc. Alors, elle me donne un peu des nouvelles du Maroc et c'est vrai qu'on constate au jour d'aujourd'hui beaucoup de vols à l'arraché, beaucoup d'agressions, donc pas mal de misère. Et c'est vrai que pour voyager en Algérie, comme je voyage au Maroc, j'adore mon pays. Mais c'est vrai que je fais quand même une comparaison parce que ça fait 17 ans, 18 ans de mariage, qu'en Algérie, il y a quand même une classe moyenne. Et c'est vrai qu'à la différence du Maroc, les plus pauvres sont plus pauvres et puis les plus riches s'enrichissent. Et c'est vrai que c'est une constatation qui est très très triste parce que dans les autres pays, pour comparer à l'Algérie, il y a des infrastructures d'un point de vue plage, autoroute que n'a pas l'Algérie, que le Marocain. Donc tous les étés, je fais les viens entre les deux pays. Dans notre constat, chez nous au Maroc, c'est triste. Et puis là, le constat de cette bousculade, 15 personnes qui meurent, c'est-à-dire se mettre à la place de ces personnes-là qui ont tellement faim, qui ont tellement faim, qui ont été jusqu'à se bousculer et qui a eu une quarantaine de blessés et 15 morts, mais c'est énorme. Alors paradoxalement, on le disait tout à l'heure, Samira, le Maroc qui a envoyé son satellite, le Maroc qui se développe dans bien des domaines, le Maroc qui s'apprête à vouloir lancer le gros projet Tangemed, le Maroc qui se développe dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines. Ça cache, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Moi, je compare, c'est vrai que l'Algérie, il y a quand même une classe moyenne. Il y a pas autant de pauvres, alors que je sais pas moi d'un point de vue politique, je sais pas. Moi c'est vrai je vis en France, je suis née en France. Il y a un monsieur qui est intervenu tout à l'heure qui a acheté un appartement social. Moi je me serais pas permise, perso. Alors là j'ai une possibilité d'acheter un logement social, je n'aurais pas de. Alors Samira, bouge pas. J'ai une petite info tout à l'heure en parcourant quelques articles de presse. En fait, le roi du Maroc, il y a quelques jours, donc il y a 15 jours à peine, en fait, faisait un état des lieux et un constat déjà de par ce qui se passait au Rif, qu'il y avait une population qui était extrêmement pauvre, qu'il était urgent en fait de refondre le système social. Donc là, cet événement tragique des Saouira où on a eu 15 morts, va, je pense, précipiter les choses et accélérer les choses. En tout cas, le constat, il a été fait il y a à peine 15 jours qu'il fallait vraiment refondre ce système. Voilà. Merci Samira. Le peuple aime son roi. Moi d'après, parce que moi je suis originaire, je suis dans le Rif, mon père est du Rif, et ma mère est d'une petite ville à côté de Fès. Et moi, quand je vais au Maroc, on a l'impression, alors hormis le Rif, parce que le Rif, il y a quand même toute une histoire, par rapport au Rif. Mais d'un côté, quand on va dans les grandes villes, moi, j'entends pas beaucoup de critiques du roi. On a l'impression que c'est ceux, en fait, les ministres, etc. Mon père, par exemple, m'avait parlé d'un grand hôpital qui devait se construire dans le Rif. Et qui a jamais vu le jour. Et c'est le roi qui s'en est aperçu qu'en fait, on lui avait fait des plans, etc. On lui avait soumis des choses en lui disant c'est fait.
mais qu'au final, il avait été visité et que l'hôpital, la première terre, n'avait jamais commencé. Donc, c'est vrai que nous, ça nous interpelle et puis on est attristés par tout ce qui se passe un peu dans le monde. Alors, étant marocaine, voilà, on s'interroge, on se dit, c'est pas possible quand même, la famine, que les gens aient faim à ce point, au point de se bousculer, de mourir, mais c'est juste atroce. Merci Samira, merci beaucoup, bonne route. Merci Samira pour ce témoignage, merci beaucoup. Merci et bon courage, très bientôt pour la fin de l'émission. Merci, du courage, il y en a, on est avec vous, donc tout va bien forcément. Bon, allez, faut qu'on avance parce qu'on commence à prendre du retard. Tiens, on va faire un petit point sur la question du jour, on vous la rappelle d'ailleurs. On doit appeler un... Oui, qui fait l'info dans un instant. Oui. Vous inquiétez pas, le zapping aussi, on va parler un peu de l'Algérie, on va parler de notre ami Zekri, Abdallah Zekri, là, qui est sur tous les plateaux. Ouais. Ah mais alors là, on va écouter l'extrait avec El Kabash, mais c'est fort. C'est malheureux. Non mais El Kabash, tu lui dis mais non, vous pouvez pas dire qu'il est islamophobe. Islamophobe, Valls. Non. Si. Et l'autre il dit non. Ah non, c'est un extrait qu'on va vous faire écouter dans un instant. Je vous demande, restez avec nous. La question donc par rapport à ce qui s'est passé donc à Sarcelles, ce policier donc qui a tué 3 personnes, qui en a blessé également d'autres. Donc, est-ce que les policiers doivent, selon vous, rester armés lorsqu'ils sont hors service? Le ministre de l'Intérieur lui a confirmé donc le fait qu'il ne changerait pas. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'il change cette possibilité qui est réservée donc aux policiers, à savoir de rester armés après leur service. Qu'est-ce que ça donne sur Facebook et Twitter, ma chère Hanan, sur le sondage? Donc, la question que l'on vous a soumise et à laquelle évidemment vous pouvez répondre, que ce soit sur la page Facebook France Maghreb 2 ou que ce soit aussi sur Twitter, LGF officiel. Ouais, excuse-moi Christophe. Les résultats n'ont pas évolué. On est toujours à 24% de oui et 76% de non sur Twitter. Sur Twitter, d'accord. Et puis sur Facebook, on va aller faire un petit tour. Tu me prends toujours au dernier moment. Bien sûr, c'est comme ça. Voilà, j'aime ça. Te surprendre, ma chère Hanan. Faut faire un petit signe, il paraît que les femmes aiment quand on les surprend. C'est vrai. Voilà, donc. Alors, Facebook, France Maghreb 2, qu'est-ce que ça nous donne? Facebook. Ça Voilà. arrive. Je rappelle également que vous pouvez nous joindre à 01 40 17% de oui, 83% de non, donc on a des résultats quasi comparables sur Twitter et on fera le point et Facebook. À la fin de l'émission, donc allez-y pour voter, c'est simple. Mais moi ça me paraît illogique que les policiers restent armés après leur service. Ah oui, c'est vrai, je t'ai même pas demandé ton avis. Voilà, non, c'est illogique. Oui. Bon, voilà. LGF officiel sur Twitter, aussi pour échanger avec nous, pour nous interpeller. N'hésitez pas aussi à utiliser le hashtag LGF officiel et sur Facebook, donc France Maghreb 2, bien sûr, pour pour notamment répondre à cette question du jour sur France Maghreb 2 dans un instant. Alors, qui fait l'info? C'est notre nouvelle rubrique que l'on a lancée la semaine dernière. On part un petit peu à la recherche de quelques statuts et posts intéressants sur Facebook ou Twitter et on les met à l'honneur une fois par semaine, donc le lundi avec Hanan à 17h30. À suivre aussi le zapping. On va parler de l'Algérie avec cet avocat qui dit avoir rencontré Abdelaziz Bouteflika et que qu'il aurait eu un entretien avec lui et qu'il lui aurait fait la confidence de vouloir se présenter pour un 5e mandat. Est-ce que les médias algériens, pour le coup, sont en route? La feuille de route est-elle le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika en 2019? On se posera la question avec vous dans un instant. 01 40 33 9000. Ne bougez pas, c'est le grand forum avec Madame Hanan Zawani qui est avec nous jusqu'à 18h. Le grand forum sur France Maghreb 2, oui, c'est bien nous, tous les jours, du lundi au vendredi, avec aujourd'hui, le lundi, c'est Zawani, Hanan Zawani, qui est avec nous jusqu'à 18h, avec vous au 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 pour intervenir. Et puis, vous le savez, depuis la semaine dernière, on s'est mis à la pêche avec l'équipe du LGF pour aller chercher justement ceux qui ont des statuts qui nous paraissent un petit peu intéressants, des questions, des réflexions et qui nous paraissent en tout cas intéressants de mettre à l'honneur, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, que ça se passe évidemment. Et ainsi, cette semaine, nous allons vous présenter. Il s'appelle Eliès sur France Maghreb 2. Il est avec nous. Bonsoir, monsieur Eliès. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Eliès. Bienvenue, Eliès. Donc qui fait l'info? On vous a repéré. On a 2 personnes en même temps, non? Ah bon? Oui, j'ai l'impression. Oui. Ne quittez pas, chère madame, ne quittez pas. Voilà, le standard, il pète les plombs là. Bon, Eliès, tout va bien? Tout va bien, Oui, Eliès? ça va. Bon. Oui, je vous entends.
Qui fait l'info donc avec Eliès sur un statut, plutôt une question que tu poses sur comment l'Occident crée des guerres avec le pétrole. C'est ce qui nous a paru intéressant, Eliès. Juste pour définir en fait comment est-ce qu'on a trouvé cet auditeur qui on espère sera fidèle. C'est suite à l'avis tranché de Redouane Moumine la semaine dernière sur l'après Daesh en Syrie. Donc s'en est suivi une conversation et du coup j'ai suivi cette personne qui a posté en fait une vidéo sur comment l'Occident crée des guerres civiles pour le pétrole. Donc peut-être qu'il va nous parler de la Syrie. Alors on t'écoute, Eliès. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Je suis pas diplomate, donc peut-être que je vais avoir, dirais-je, une certaine liberté de ton par rapport à ces questions-là, parce que l'idée, c'est justement d'essayer d'apporter une analyse un petit peu différente de celle qu'on peut entendre dans les médias de masse, parce que bon, on va pas, c'est encore un autre dossier, mais on sait que l'analyse des événements, et en tout cas la mise en application sur les vecteurs médiatiques est tout à fait biaisée. Donc merci beaucoup de permettre à certains comme moi qui regardent et qui observent l'actualité, leur permettre de donner leur avis. Ouais, c'était une vidéo donc intéressante. J'étais d'accord sur la majorité des points évoqués par le monsieur, mais je pense qu'il faut pas perdre de vue, au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, prendre vraiment du recul sur les événements et essayer de voir la situation de manière globale. Ouais. Donc aujourd'hui, on est noyé dans un torrent d'informations, on est loin de tout. Les médias essaient de nous faire passer exactement les mêmes messages, quel que soit le canal sur lequel on se pose. Ça pourrait faciliter la situation, mais malheureusement tout est faux. Donc moi je pense que il faut faire cette analyse globale de la situation et ne pas perdre de vue deux éléments importants. Moi, je pense que tout part de là. Le premier, c'est il faut savoir qu'il existe le projet. Il y a un projet qui existe, celui de remodeler le Moyen-Orient pour permettre à ce que Israël soit en sécurité. Pour cela, c'est très simple. La technique là est très simple. Donc, Israël est entouré de manière officielle de pays arabo-musulmans qui sont censés lui être hostiles par rapport au conflit palestinien. Oui, qui sont censés, vous avez bien dit. Hein. Comment ? J'ai dit, vous avez bien dit, ils sont censés. Oui, ils sont censés parce que en réalité, par rapport à la situation et par rapport à l'opinion publique de leurs pays respectifs, oui, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Donc évidemment. La technique est la suivante, soit on place à la tête de ces pays des dirigeants qui sont soumis aux diktats et à la stratégie des impérialistes, soit si on a affaire à des récalcitrants, si les pays en question regorgent de certaines richesses, notamment en hydrocarbures, eh bien on va passer à d'autres méthodes pour chasser ces gens-là de ces pays, afin d'en placer d'autres qui seront dociles, ou même si c'est pas nécessaire, le but étant d'anéantir certains pays, certaines régions du Moyen-Orient, tout simplement pour le premier objectif, c'est de le remodeler, ce Moyen-Orient, afin de soumettre tout le monde avec pour objectif final la sécurité d'Israël. Ça c'est le premier objectif et il faut pas le perdre de vue, parce que c'est en se basant sur cet objectif-là qu'on définit très clairement les différents belligérants sur le théâtre d'opération. Le deuxième point, rapidement, Eliès. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'objectif pour les pays occidentaux, de manière générale. Je pense aux Européens et aux États-Unis dans une moindre mesure, parce que eux possèdent certaines richesses. Le deuxième objectif, c'est l'approvisionnement énergétique. Sans énergie, hydrocarbures, ces pays-là, ils n'existeront plus. Ils ne pourront plus être ce qu'ils sont aujourd'hui, à savoir des pays extrêmement développés, etc. Bref, donc ces deux enjeux sont primordiaux pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en Syrie plus particulièrement? C'est l'évolution du conflit vers l'est de ce pays-là, qui fait que aujourd'hui, avec la disparition progressive des sanguinaires de Daesh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'armée syrienne, elle récupère des territoires avec les Kurdes qui sont eux financés par les Américains. Sur ces territoires-là, eh ben, il y a des puits de pétrole. Aujourd'hui, on comprend tous que la guerre qui se mène là-bas, elle est pour contrôler ces puits de pétrole. Merci Eliès pour cette... Ça commence à sauter aux yeux. Oui. Et et je pense que malheureusement, encore une fois, il faut comprendre que il y a un conflit
plus globale qui s'annonce. Et cette guerre aujourd'hui s'opère par pays interposés au Moyen-Orient. Il faut surveiller la situation parce que malheureusement on est en Europe. Les dirigeants de l'Europe font partie d'un camp par rapport à cette future guerre qui s'annonce. Et malheureusement ce camp-là, j'ai l'impression qu'il ne sera pas victorieux. Parce qu'il n'est pas du côté de la justice. Merci Ilyes. Très belle conclusion. Merci Ilyes pour kiffer l'info. À très bientôt. Voilà, on en mettra un autre évidemment à l'honneur la semaine prochaine. Donc pour kiffer l'info, voilà, mettez des petits trucs sur les réseaux sociaux. On pourra vous capter, voilà, et vous mettre à l'honneur donc une fois par semaine. Fatima, elle est là ou pas? Oui, je suis là, j'attends. Bonjour, Fatima. Bonsoir Christophe, bonsoir Hanan. Fatima. Je parlerai de l'Algérie une autre fois, mais là, je voudrais dire un mot sur Filoche. Vous avez entendu parler de l'affaire Filoche, là? Le tweet. Allô? Oui, on a entendu. Écoute, oui, Fatima, on t'écoute. Pardon? Oui, on entend mal. On t'écoute, Fatima, vas-y. Voilà. Alors, Monsieur Filoche, il s'est trompé de cible. Il aurait dû faire ce tweet et ce dessin envers les musulmans. Il n'aurait rien eu. Mais maintenant, tout le monde de sa tête. Et il va être exclu du Parti socialiste. Voilà ce que donc c'est à méditer. Quand il a été un peu fort quand même. Hein. Charlie Hebdo fait cette horreur sur les musulmans, c'est la liberté d'expression. Quand il fait autre chose, c'est pas la liberté d'expression. Ceci d'une part. Je voudrais vous donner, Christophe, des nouvelles de Monsieur Fillon. Oui. Oui. Ça y est, alors, Monsieur Fillon, on l'a pas vu ces derniers temps. Il était en Islande. Il s'est baigné nu avec Pénélope. Ça, c'est dans le journal. Hein. Il s'est baigné nu avec Pénélope. Et puis, il a chassé le chevreuil. Et maintenant, il va pas s'occuper de politique. Il va s'occuper de gestion et d'investissement et mettre toutes ses connaissances, au profit, toute son excellente connaissance au profit de macroéconomie. Alors pendant 5 ans, il était sourd, muet, aveugle en ce qui concerne l'économie de la France. Et maintenant, il va faire... je veux pas trop vous retenir parce que vous êtes en retard, mais je parlerai de l'Algérie une autre fois. Je vous remercie. Merci Fatima. À bientôt. Et je vous embrasse, Hanan. Merci, gros bisous. Bravo, Hanan. Merci. Dites donc, que de succès pour Hanan, hein. Absolument incroyable. Bon, allez, on passe rapidement au zapping parce on est super en retard, je vous le dis les amis. Bon. Il est 17h38, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Invité de Laurent Delahousse sur France 2, les confessions intimes de Bernard Tapie, c'était hier, écoutez. Quand on a 70 ans et plus, faut accepter qu'à un moment donné, on va aller vers l'épreuve ultime qui est la mort. Et pour moi, c'est pas une catastrophe. J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceux. J'ai connu des moments de bonheur inimaginables. J'ai une famille depuis 42 ans avec la même femme. Mes enfants sont tous en bonne santé. Mes petits-enfants aussi. Bon, voilà. J'ai pas envie de partir, hein. Mais il faut avoir la raison de se dire, quand ça tombe sur un petit couple où la femme a 35 ans, 3 enfants, qu'elle se fait un cancer du sein, reconnaissez que c'est un autre truc, quoi. Donc voilà, je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s'ajoute à celle que je viens de vivre là pendant quelques années. Un journaliste vous pose la question, Monsieur Tapie, vous êtes victime d'un acharnement. Et vous répondez quoi? Demandez à mon estomac. Oui. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le professeur Sarfati et Monsieur Gornet, qui est mon cancérologue, je leur dis, mais enfin, pourquoi j'ai une tumeur aussi grave à l'estomac, alors que, en général, c'est les gens qui boivent bien, qui fument bien, qui bouffent bien. Il m'a dit, vous avez entendu parler de se faire du mauvais sang? Oui. Et vous avez ce que c'est l'expression populaire, se faire de la bile? Je dis oui. Il me dit, voilà. Vous avez compris pourquoi vous avez un cancer. Voilà. Voilà, Bernard Tapie et les confidences donc au micro de Laurent Delahousse, sur France 2, Hanan. Toujours sur France 2. Moi, si je peux intervenir par rapport à Bernard Tapie, effectivement, c'était un entretien tout à fait émouvant. Mais je trouve que médicalement parler, dire que le cancer c'est dû au fait de se faire de la bile, donc à des inquiétudes, c'est un peu dangereux. La plupart des cancers, quand ils se prononcent, c'est dû à une mauvaise alimentation, à des causes médicales et pas à des causes psychosomatiques. Alors donc ça dépend parce qu'il y a un drame aussi qui peut déclencher parce que les cellules cancéreuses on les a tous en nous et elles peuvent
peuvent se déclencher suite à, par exemple, à un drame qu'on peut connaître dans la vie, par rapport à une certaine inquiétude. Enfin, voilà. Tout à fait, mais ça reste minoritaire. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais très bien. Émouvant. France 2 toujours samedi soir, accrochage donc sur le plateau de On n'est pas couché. Aymeric Caron venu promotionner son livre, s'est accroché avec Yann Moix au sujet d'Israël. Écoutez, Israël qui occupe pourtant une petite partie du livre de Aymeric Caron, et Yann Moix a bien réagi là-dessus uniquement. Je cite Shlomo Sen par exemple, qui était un historien. Et même Shlomo Sen ne se cite plus lui-même, Aymeric, tellement il a honte d'avoir écrit ce qu'il a écrit. Ça c'est votre point de vue. Moi il donne toujours des conférences, donc apparemment il a pas honte et il assume. Oui, vous l'aimez sans doute parce que sa thèse est de dire que les juifs sont tous des convertis. Alors évidemment, pour Shlomo Sand, les juifs n'existent pas en tant que tels. C'est normal que vous en revendiquiez. Mais il faut savoir que Shlomo Sand oublie une chose. Il n'y a pas de honte à la conversion dans le judaïsme. Et Ruth, qui était la mère... Il y a un truc que je comprends pas. Vous savez, hier, je veux dire une chose. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Il y a une obsession chez vous de cette question. Pardon? Il y a chez vous, Yann, une obsession chez vous de cette question. Vous interdit d'utiliser le mot d'obsession. Après tous les mots que vous avez utilisé sur moi. Un intérêt. Non, c'est une obsession parce que ça fait une page dans mon livre de 520 pages où un de mes personnages s'interroge sur les origines. Je parle des origines de nombreux. Laissez-moi finir, laissez-moi répondre. Ça arrive au début du livre. Laissez-moi répondre. Oui, parce que ça arrive au début du livre, puisque c'est vrai qu'il a raison, c'est 3 pages sur l'ensemble du livre. Le livre commençons par le début. Qu'est-ce qu'un début? Et donc c'est très compliqué de déterminer un début. Et je prends un certain nombre d'exemples. Je prends les débuts de l'imprimerie. Je prends les débuts de ce conflit qui effectivement est le conflit qui focalise énormément de passion comme vous le prouvez ce soir, et donc c'est normal que forcément je sois amené à aller... Voilà, un petit extrait donc de cet accrochage qui a eu lieu donc samedi soir dans On n'est pas couché. On vous a mis d'ailleurs la vidéo sur Facebook ainsi que sur Twitter. N'hésitez pas à aller la voir entièrement. Quoi qu'il en soit, insupportable Yann Moix. Oui. Alors Christine Angot à côté, elle était prête à, je sais pas, à bondir. Non, pas à bondir. Elle était prête à embrasser Yann Moix. Enfin, je sais pas, en le soutenant, en lui disant mais laisse-le parler. Enfin là, ce qui a été dit quand même et personne n'a réagi sur le plateau, c'est qu'à un moment, Yann Moix définit Israël comme la plus belle utopie de l'humanité. Ouais. Et personne n'a réagi. Donc même Aymeric Caron a quasiment pas relevé, et c'est offusqué en fait que indirectement Yann Moix l'identifie à un antisémite. Ouais. Voilà. En tout cas, il s'est bien défendu. Aymeric Caron, pour le coup, c'était difficile. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Fatima. Il ne s'était pas exprimé depuis sa défaite au premier tour de la présidentielle en avril dernier. Et si François Fillon a pris la parole hier, c'est pour tourner la page de la politique. L'ancien candidat de la droite à la présidentielle a fait ses adieux à sa famille politique lors de la convention de son micro-parti, Force républicaine. Écoutez, François Fillon, c'était hier. Mes chers amis, inutile de vous dire que je ressens une très grande émotion à vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas là pour régler des comptes. Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuses et sans donner de leçons. C'est la règle. Plus que des réformes, la France a besoin d'une transformation économique, sociale et culturelle. On m'a reproché parfois d'être radical. Eh bien, je l'ai été et je vous invite à le rester. Restons radicaux. C'est ce que nous dit François Fillon, plus de 6 mois après sa défaite sanglante à la présidentielle. Le parti républicain d'ailleurs prépare, vous le savez, un renouveau. On aura l'occasion d'en reparler. Hanan, sur Fillon, rapide. Bonne retraite à lui. Ouais. Après, c'est vrai que c'est étonnant. Il s'en va travailler pour développer des fonds financiers. Donc, très étonnant. Info maintenant pour passer sans transition d'ailleurs à l'Algérie maintenant, puisque on souhaitait vous en parler. Les déclarations de Farouk Santini, qui est un avocat, ne sont que des élucubrations moins de 24 heures après sa sortie médiatique où il évoque une rencontre donc avec le chef de l'État. L'avocat Farouk Santini a subi un sévère recadrage donc de la présidence algérienne, puisque la présidence de la République dément toute rencontre avec Farouk Santini et que les déclarations de ces derniers sont infondées. C'est ce qu'indique en tout cas dans un communiqué repris dans les flashs de Zahir TV. La veille, rappelons que Farouk Santini a affirmé dans une interview
dans TSA qu'il avait rencontré le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika qui lui aurait avoué sa volonté donc de briguer un 5e mandat. Voilà un petit peu ce qui se passe donc du côté de Farouk Santini. Donc il passe pour un mytho de service en l'occurrence. Après il a démenti le démenti. Voilà, aux dernières nouvelles il dément le démenti. Il dément le démenti. Voilà. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Certains se posent. Il y a clairement de toute façon des manipulations politiques parce qu'il y a des élections qui vont arriver. Donc est-ce que justement Farouk Santini est en train de se placer aussi? C'est la question que posent les médias algériens. Les médias algériens qui pour le coup, ça mériterait qu'on s'y intéresse, un de ces quatre, ont quand même en quelques années disparu pas mal. Il y en a pas mal qu'on fermé, pas mal qu'on pour diverses raisons d'ailleurs. La presse algérienne est en train de se réduire. Placé au niveau du classement, il y a, je sais pas si tu as vu ce classement là qui est sorti au niveau de la liberté de la presse. Donc la France est classée 39e, voilà. Ouais. Je le dis comme ça. Ouais. Et au niveau du Maroc et de l'Algérie, ils se suivent à peu près à la 130e position. Affaire à suivre. De liberté de la presse dans les pays du Maghreb. Avant de retrouver ton coup de cœur, ma chère Hanan, je voulais aussi qu'on parle. Très rapide. Ouais, on va en parler quand même de ce qui s'est passé pour Zekri. Il était l'invité d'abord de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Abdallah Zekri, donc président de l'Observatoire national contre l'Observatoire donc de l'islamophobie au CFCM, a réagi à la polémique, vous le savez, donc des prières de rue à Clichy-la-Garenne. C'était vendredi 17 novembre. Il s'est dit consterné de voir des musulmans prier dans des caniveaux. Je suis contre les prières de rue. Il faut trouver des solutions pour arrêter le phénomène de prières de rue. Il serait selon lui, souhaitable de doubler le nombre de lieux de culte, a-t-il affirmé ce vendredi. Donc, ce membre du Conseil français du culte français musulman, le CFCM, donc estime qu'il faudrait, écoutez, en moyenne environ 5000 lieux de culte musulmans contre 2500 actuellement enregistrés en France. La religion musulmane est arrivée en dernier, dit-il, et elle n'a pas pu donc bénéficier de la construction de lieux de culte, souligne-t-il. Abdallah Zekri précise que ces projets doivent être financés par les musulmans eux-mêmes et non par des financements étrangers. Les fidèles ont suffisamment d'argent, a-t-il dit, pour construire ces 2500 lieux de culte qui manquent et doivent faire face donc à l'hypocrisie de certains maires qui bloque la construction de ces lieux. Lorsqu'une association trouve un terrain ou un local à acheter, le maire fait préemption immédiatement et bloque cette construction. Ce n'est pas dans son intérêt puisqu'on arrive à la situation de Clichy avec les prières de rue que l'on connaît. Abdallah Zekri qui par la suite a été invité sur CNews et bien écoutez ce qu'il a dit. Il a profité pour tacler Valls. Écoutez la réaction de Jean-Pierre Elkabbach, le journaliste. Valls, il n'a pas à m'aider. Monsieur Valls, c'est le cas s'occuper de ses affaires. Je suis français. Mais vous avez des politiques comme lui, comme François Bayrou, encore aujourd'hui dans le Parisien, qui vous défendent. Ne les rejetez pas. Non, il me défend pas. Moi, monsieur Valls n'a jamais défendu. Parce que monsieur Valls, quand il a été Premier ministre, il n'a plus reçu le bureau du CFCM. Jamais. Il a voulu dialoguer. Et en plus de ça, je vous dis, il passe son temps avec son islamofascisme. L'islamo-fascisme, chez lui, en Espagne, avec Franco, et avec Mussolini, et pas dans le monde arabe. Il est en France chez lui. Non, il est en France chez lui. Moi aussi, je suis en France chez moi. Et j'étais français avant lui. Ah bon. Et les Français de fraîche date. Mais il le dit, il en est fier. Nous, ça fait 132 ans. Moi aussi, je suis fier. Vous le traitez pas d'islamophobe, Manuel Valls? Si. Non. Si, parce qu'il veut pas reconnaître le mot islamophobie. Excellent. Non. Ah non, Elkabbach, il est consterné là. C'est vrai qu'Abdallah Zekri, la dernière fois, il était en interview ici. J'ai beaucoup apprécié son franc parler. Là, je trouve que sur cet extrait, il y a quand même eu un mot malheureux, en tout cas, le fait de dire que l'islamo-fascisme, c'est chez lui. En gros, il a qu'à retourner chez lui. Là, Monsieur Zekri, si vous m'écoutez, je suis navrée, mais j'ai pas du tout apprécié et adhéré en fait à ça. Alors autant quand il dénonce effectivement que Monsieur Valls n'a pas à se porter comme le défenseur des musulmans, et je le soutiens totalement. Autant cette phrase malencontreuse, donc peut-être dans un élan lyrique ou de trop d'événements, ça casse en fait tout le message. Ouais, voilà. C'est un petit peu dommage parce que effectivement il se révoltait de la position et de l'attitude de Manuel Valls, mais du coup en tout cas pour moi ça pose un souci en fait. Bon, vous pourrez réagir tout à l'heure dans quelques minutes dans Libertad. Tout de suite rapidement le coup de cœur de Alan Zamani. France Maghreb 2. Le coup de cœur.
Ah, tu m'as dit que c'est un événement qui allait se dérouler samedi prochain. Voilà, exactement. Donc c'est le Bondy Blog, donc qui organise en fait une masterclass. Donc ils organisent une masterclass, je crois, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc dans leur bureau. Donc là, le thème c'est sur l'écologie. Voilà, donc ils invitent en fait le rédacteur en chef de Reporter et le thème c'est l'écologie est aussi importante au sein des quartiers populaires. Donc c'est le samedi 25 novembre à 14h, donc dans les locaux du Bondy Blog. Donc je vous invite vraiment à vous y rendre. Les masterclass elles durent 2 à 3 heures, c'est vraiment très très intéressant. Donc l'inscription c'est par mail à masterclass, donc masterclass.bondyblog@gmail.com. Donc vous pouvez aller voir sinon sur la page sur les réseaux sociaux du Bondy Blog. Merci Anan pour cette belle rencontre samedi prochain. Oui, donc j'y serai. Peut-être que je ferai un petit compte rendu rapide. Oui, puis un petit live déjà, puis un petit compte rendu lundi prochain. Ouais. Très bien. Allez, dans un instant, messieurs dames, la liberté a frappé à votre porte, ou plutôt à votre transistor. À vous de la saisir. 01 40 33 9000. Je ne sais pas, nous ne savons pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous allez pouvoir nous appeler dans un instant et en toute liberté dans Libertad à suivre. LGF. Le grand forum sur France Maghreb 2, oui, c'est bien nous, tous les jours, du lundi au vendredi, avec aujourd'hui, le lundi, c'est Zawani, Anan Zawani, qui est avec nous jusque 18h, avec vous au 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 pour intervenir. Et puis, vous le savez, depuis la semaine dernière, on s'est mis à la pêche avec l'équipe du LGF pour aller chercher justement ceux qui ont des statuts qui nous paraissent un petit peu intéressants, des questions, des réflexions et qui nous paraissent en tout cas intéressants de mettre à l'honneur, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, que ça se passe évidemment. Et ainsi, cette semaine, nous allons vous présenter. Il s'appelle Eliès sur France Maghreb 2. Il est avec nous. Bonsoir, monsieur Eliès. Allô ? Bonsoir. Bonsoir, Eliès. Bienvenue, Eliès. Donc, dans Qui fait l'info, on vous a repéré. On a deux personnes en même temps, non ? Ah bon ? Oui, j'ai l'impression. Oui. Ne quittez pas, chère madame, ne quittez pas. Voilà, le standard, il pète les plombs là. Bon, Eliès, tout va bien ? Tout va bien, Eliès ? Oui, ça va. Bon. Oui, je vous entends. Qui fait l'info donc avec Eliès sur un statut, plutôt une question que tu poses sur comment l'Occident crée des guerres avec le pétrole. C'est ce qui nous a paru intéressant, Eliès. Juste pour définir en fait comment est-ce qu'on a trouvé cet auditeur qui on espère sera fidèle. C'est suite à l'avis tranché de Redouane Moumine la semaine dernière sur l'après-Daesh en Syrie. Donc s'en est suivi une conversation et du coup j'ai suivi cette personne qui a posté en fait une vidéo sur comment l'Occident crée des guerres civiles pour le pétrole. Donc peut-être qu'il va nous parler de la Syrie. Alors on t'écoute, Eliès. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Je suis pas diplomate, donc peut-être que je vais avoir, dirais-je, une certaine liberté de ton par rapport à ces questions-là, parce que l'idée, c'est justement d'essayer d'apporter une analyse un petit peu différente de celle qu'on peut entendre dans les médias de masse, parce que on va pas, c'est encore un autre dossier, mais on sait que l'analyse des événements, et en tout cas la mise en application sur les vecteurs médiatiques est tout à fait biaisée. Donc merci beaucoup de permettre à certains comme moi, qui regardent et qui observent l'actualité, leur permettre de donner leur avis. Ouais, c'était une vidéo donc intéressante. J'étais d'accord sur la majorité des points évoqués par le monsieur, mais je pense qu'il faut pas perdre de vue, au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, prendre vraiment du recul sur les événements et essayer de voir la situation de manière globale. Ouais. Donc aujourd'hui, on est noyé dans un torrent d'informations, on est loin de tout, les médias essayent de nous faire passer exactement les mêmes messages, quel que soit le canal sur lequel on se pose. Ça pourrait faciliter la situation, mais malheureusement tout est faux. Donc moi je pense que il faut faire cette analyse globale de la situation et ne pas perdre de vue deux éléments importants. Moi, je pense que tout part de là. Le premier, c'est il faut savoir qu'il existe un projet. Il y a un projet qui existe, celui de remodeler le Moyen-Orient pour permettre à ce que Israël soit en sécurité. Pour cela, c'est très simple. La technique là est très simple. Donc, Israël est entouré
de manière officielle de pays arabo-musulmans qui sont censés lui être hostiles par rapport au conflit palestinien. Oui, qui sont censés, vous avez bien dit. Hein. Comment ? J'ai dit, vous avez bien dit, ils sont censés. Oui, ils sont censés parce que en réalité, par rapport à la situation et par rapport à l'opinion publique de leur pays respectifs, oui, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Donc évidemment. La technique est la suivante, soit on place à la tête de ces pays des dirigeants qui sont soumis au diktat et à la stratégie des impérialistes, soit si on a affaire à des récalcitrants, si les pays en question regorgent de certaines richesses, notamment en hydrocarbures, eh bien on va passer à d'autres méthodes pour chasser ces gens-là de ces pays, afin d'en placer d'autres qui seront dociles, ou même si c'est pas nécessaire, le but étant d'anéantir certains pays, certaines régions du Moyen-Orient, tout simplement pour le premier objectif, c'est de le remodeler, ce Moyen-Orient, afin de soumettre tout le monde avec pour objectif final la sécurité d'Israël. Ça c'est le premier objectif et il faut pas le perdre de vue parce que c'est en se basant sur cet objectif-là qu'on définit très clairement les différents belligérants sur le théâtre d'opération. Le deuxième point, rapidement, Elias. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'objectif pour les pays occidentaux, de manière générale. Je pense aux Européens et aux États-Unis dans une moindre mesure, parce que eux possèdent certaines richesses. Le deuxième objectif, c'est l'approvisionnement énergétique. Sans énergie, hydrocarbures, ces pays-là, ils n'existeront plus. Ils ne pourront plus être ce qu'ils sont aujourd'hui, à savoir des pays extrêmement développés, etc. Bref, donc ces deux enjeux sont primordiaux pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en Syrie plus particulièrement? C'est l'évolution du conflit vers l'est de ce pays-là, qui fait que aujourd'hui, avec la disparition progressive des sanguinaires de Daesh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'armée syrienne, elle récupère des territoires avec les Kurdes qui sont eux financés par les Américains. Sur ces territoires-là, eh ben, il y a des puits de pétrole. Aujourd'hui, on comprend tous que la guerre qui se mène là-bas, elle est pour contrôler ces puits de pétrole. Merci Elias pour cette... Ça commence à sauter aux yeux. Oui. Et et je pense que malheureusement, encore une fois, il faut comprendre que il y a un conflit plus global qui s'annonce et cette guerre aujourd'hui s'opère par pays interposés au Moyen-Orient. Il faut surveiller la situation parce que malheureusement on est en Europe et les dirigeants de l'Europe font partie d'un camp par rapport à cette future guerre qui s'annonce et malheureusement ce camp-là, j'ai l'impression qu'il ne sera pas victorieux. Parce qu'il n'est pas du côté de la justice. Merci Elias. Bravo, très belle conclusion. Merci Elias pour kiffer l'info. À très bientôt. Voilà, on en mettra un autre évidemment à l'honneur la semaine prochaine. Donc pour kiffer l'info, voilà, mettez des petits trucs sur les réseaux sociaux. On pourra vous capter, voilà, et vous mettre à l'honneur donc une fois par semaine. Fatima, elle est là ou pas? Oui, je suis là, j'attends. Bonjour, Fatima. Bonsoir Christophe, bonsoir Hanan. Fatima. Je parlerai de l'Algérie une autre fois, mais là, je voudrais dire un mot sur Filoche. Vous avez entendu parler de l'affaire Filoche, là? Le tweet. Allô? Oui, on a entendu, écoute, oui, Fatima, Filoche. on t'écoute. Pardon? Oui, je vous entends mal. On t'écoute, Fatima, vas-y. Voilà. Alors, monsieur Filoche, il s'est trompé de cible. Il aurait dû faire ce tweet et ce dessin envers les musulmans. Il n'aurait rien eu. Mais maintenant, tout le monde de sa tête. Et il va être exclu du Parti socialiste. Voilà ce que donc c'est à méditer. Il a été un peu fort quand même. Hein. Charlie Hebdo fait cette horreur sur les musulmans, c'est la liberté d'expression. Quand Filoche fait autre chose, c'est pas la liberté d'expression. Ceci d'une part. Je voudrais vous donner, Christophe, des nouvelles de monsieur Fillon. Oui. Oui. Alors, monsieur Fillon, on l'a pas vu ces derniers temps. Il était en Islande. Il s'est baigné nu avec Pénélope. Ça, c'est dans le journal, hein. Il s'est baigné nu avec Pénélope. Et puis, il a chassé le chevreuil. Et maintenant, il va pas s'occuper de politique. Il va s'occuper de gestion et d'investissement et mettre toutes ses connaissances, au profit, toute son excellente connaissance au profit de macroéconomie. Alors pendant 5 ans, il était sourd, muet, aveugle en ce qui concerne l'économie de la France. Et maintenant, il va faire... je ne veux pas trop vous retenir parce que vous êtes en retard, mais je parlerai de l'Algérie une autre fois. Je vous remercie. Merci Fatima.
À bientôt. Je vous embrasse, Hanan. Merci, gros bisous. Bravo, Hanan. Merci. Eh ben, dites donc, hein, que Ouais, de non, succès pour Hanan, hein. Absolument incroyable. Bon, allez, on passe rapidement au zapping parce qu'on, voilà, on est super en retard, je vous le dis, les amis. Bon. Il est 17h38. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Invité de Laurent Delahousse sur France 2. Les confessions intimes de Bernard Tapie. C'était hier. Écoutez. Quand on a 70 ans et plus, faut accepter qu'à un moment donné, on va aller vers l'épreuve ultime qui est la mort. Et pour moi, c'est pas une catastrophe. J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceux. J'ai connu des moments de bonheur inimaginables. J'ai une famille depuis 42 ans avec la même femme. Mes enfants sont tous en bonne santé. Mes petits-enfants aussi. Bon, voilà. J'ai pas envie de partir, hein. Mais il faut avoir la raison de se dire, quand ça tombe sur un petit couple où la femme a 35 ans, 3 enfants, qu'elle se fait un cancer du sein, reconnaissez que c'est un autre truc, quoi. Donc voilà, je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s'ajoute à celle que je viens de vivre là pendant quelques années. Un journaliste vous pose la question, Monsieur Tapie, vous êtes victime d'un acharnement. Et vous répondez quoi? Demandez à mon estomac. Oui. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le professeur Sarfati et Monsieur Gornet, qui est mon cancérologue, je leur dis, mais enfin, pourquoi j'ai une tumeur aussi grave à l'estomac, alors que, en général, c'est les gens qui boivent bien, qui fument bien, qui bouffent bien. Il m'a dit, vous avez entendu parler de se faire du mauvais sang? Oui. Et vous avez ce que c'est l'expression populaire, se faire de la bile? Ben, je dis oui. Il me dit, bah voilà. Vous avez compris pourquoi vous avez un cancer. Voilà. Voilà, Bernard Tapie et les confidences donc au micro de Laurent Delahousse, sur France 2, Hanan. Toujours sur France 2. Moi, si oui. je peux intervenir par rapport à Bernard Tapie, effectivement, c'était un entretien tout à fait émouvant. Mais je trouve que médicalement parler, dire que le cancer, c'est dû au fait de se faire de la bile, donc à des inquiétudes, c'est un peu dangereux. La plupart des cancers, quand ils se prononcent, c'est dû à une mauvaise alimentation, à des causes médicales et pas à des causes psychosomatiques. Alors ça donc, dépend, parce qu'il y a un drame aussi qui peut déclencher, parce que les cellules cancéreuses, on les a tous en nous, et elles peuvent se déclencher suite à, par exemple, un drame qu'on peut connaître dans la vie, par rapport à une certaine inquiétude. Enfin, voilà. Tout à fait, mais ça reste minoritaire. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais très bien. Émouvant. France 2 toujours, samedi soir, accrochage donc sur le plateau de On n'est pas couché. Aymeric Caron, venu promotionner son livre, s'est accroché avec Yann Moix au sujet d'Israël. Écoutez, Israël qui occupe pourtant une petite partie du livre de Aymeric Caron, et Yann Moix a bien réagi là-dessus uniquement. Je cite Shlomo Sen, par exemple, qui était un historien. Et même Shlomo Sen ne se cite plus lui-même, Aymeric, tellement il a honte d'avoir écrit ce qu'il a écrit. Ça, c'est votre point de vue. Moi, il donne toujours des conférences, donc apparemment, il a pas honte et il assume. Oui, vous l'aimez sans doute parce que sa thèse est de dire que les juifs sont tous des convertis. Alors évidemment, pour Shlomo Sand, les juifs n'existent pas en tant que tels. C'est normal que vous en revendiquiez. Mais il faut savoir que Shlomo Sand oublie une chose. Il n'y a pas de honte à la conversion dans le judaïsme. Et Ruth, qui était la mère... Il y a un truc que je comprends pas. Vous savez, hier, je veux dire une chose. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Il y a une obsession chez vous de cette question. Pardon? Il y a chez vous, Yann, une obsession chez vous de cette question. Je vous interdis d'utiliser le mot d'obsession. Après tous les mots que vous avez utilisés sur moi. Un intérêt. Non, c'est une obsession parce que ça fait une page dans mon livre de 520 pages où un de mes personnages s'interroge sur les origines. Je parle des origines de nombreux. Laissez-moi finir, laissez-moi répondre. Ça arrive au début du livre. Laissez-moi répondre. Oui, parce que ça arrive au début du livre, puisque c'est vrai qu'il a raison, c'est 3 pages sur l'ensemble du livre. Le livre commençons par le début. Qu'est-ce qu'un début? Et donc, c'est très compliqué de déterminer un début. Et je prends un certain nombre d'exemples. Je prends les débuts de l'imprimerie. Je prends les débuts de ce conflit qui, effectivement, est le conflit qui focalise énormément de passion, comme vous le prouvez ce soir, et donc c'est normal que forcément je sois amené à aller... Voilà, un petit extrait donc de cet accrochage qui a eu lieu donc samedi soir dans On n'est pas couché. On vous a mis d'ailleurs la vidéo sur Facebook ainsi que sur Twitter. N'hésitez pas à aller la voir entièrement. Quoi qu'il en soit, insupportable Yann Moix. Oui. Alors Christine Angot à côté, elle était prête à, je sais pas, à bondir. Non, pas à bondir. Elle était prête à embrasser Yann Moix. Enfin, je sais pas, en le soutenant, en lui disant mais laisse-le parler. Enfin là, ce qui a été dit quand même est personnel.
personne n'a réagi sur le plateau, c'est qu'à un moment, Yann Moix définit Israël comme la plus belle utopie de l'humanité. Ouais. Et personne n'a réagi. Donc même Émeric Caron a quasiment pas relevé, et c'est offusqué en fait que indirectement Yann Moix l'identifie à un antisémite. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est bien défendu. Émeric Caron, pour le coup, c'était difficile. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Fatima. Il ne s'était pas exprimé depuis sa défaite au premier tour de la présidentielle en avril dernier. Et si François Fillon a pris la parole hier, c'est pour tourner la page de la politique. L'ancien candidat de la droite à la présidentielle a fait ses adieux à sa famille politique lors de la convention de son micro-parti, Force républicaine. Écoutez, François Fillon, c'était hier. Mes chers amis, inutile de vous dire que je ressens une très grande émotion à vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas là pour régler des comptes. Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuses et sans donner de leçons. C'est la règle. Plus que des réformes, la France a besoin d'une transformation économique, sociale et culturelle. On m'a reproché parfois d'être radical. Eh bien, je l'ai été et je vous invite à le rester. Restons radicaux. C'est ce que nous dit François Fillon, plus de 6 mois après sa défaite sanglante à la présidentielle. Le parti républicain d'ailleurs prépare, vous le savez, un renouveau. On aura l'occasion d'en reparler. Hanan, sur Fillon, rapide. Bonne retraite à lui. Ouais. Après, c'est vrai que c'est étonnant. Il s'en va travailler pour développer des fonds financiers. Donc, très étonnant. Info maintenant pour passer sans transition d'ailleurs à l'Algérie maintenant, puisque on souhaitait vous en parler. Les déclarations de Farouk Santini, qui est un avocat, ne sont que des élucubrations moins de 24 heures après sa sortie médiatique où il évoque une rencontre donc avec le chef de l'État. L'avocat Farouk Santini a subi un sévère recadrage donc de la présidence algérienne, puisque la présidence de la République dément toute rencontre avec Farouk Santini et que les déclarations de ces derniers sont infondées. C'est ce qu'indique en tout cas dans un communiqué repris dans les flashs de Zahir TV. La veille, rappelons que Farouk Santini a affirmé dans une interview dans TSA qu'il avait rencontré le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika qui lui aurait avoué sa volonté donc de briguer un 5e mandat. Voilà un petit peu ce qui se passe donc du côté de Farouk Santini. Donc il passe pour un mytho de service en l'occurrence. Après il a démenti le démenti, voilà, aux dernières nouvelles il dément le démenti. Voilà. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Certains se posent. Il y a clairement de toute façon des manipulations politiques parce qu'il y a des élections qui vont arriver. Donc est-ce que justement Farouk Santini est en train de se placer aussi? C'est la question que posent les médias algériens. Les médias algériens qui, pour le coup, ça mériterait qu'on s'y intéresse, un de ces quatre, ont quand même en quelques années disparu pas mal. Il y en a pas mal qu'on fermé, pas mal qu'on pour diverses raisons d'ailleurs. La presse algérienne est en train de se réduire. Très mal placé au niveau du classement. Il y a, je sais pas si tu as vu ce classement là qui est sorti au niveau de la liberté de la presse. Donc la France est classée 39e, voilà. Ouais. Je le dis comme ça. Ouais. Et au niveau du Maroc et de l'Algérie, ils se suivent à peu près à la 130e position. Affaire à pas suivre. De liberté de la presse dans les pays du Maghreb. Avant de retrouver ton coup de cœur, ma chère Hanan, je voulais aussi qu'on parle. Rapide. Ouais, on va en parler quand même de ce qui s'est passé pour Zekri. Il était l'invité d'abord de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Abdallah Zekri, donc président de l'Observatoire national contre l'Observatoire donc de l'islamophobie au CFCM, a réagi à la polémique, vous le savez, donc des prières de rue à Clichy-la-Garenne. C'était vendredi 17 novembre. Il s'est dit consterné de voir des musulmans prier dans des caniveaux. Je suis contre les prières de rue. Il faut trouver des solutions pour arrêter le phénomène de prières de rue. Serait, selon lui, souhaitable de doubler le nombre de lieux de culte, a-t-il affirmé ce vendredi. Donc, ce membre du Conseil français du culte français musulman, le CFCM, donc estime qu'il faudrait
écoutez, en moyenne, environ 5000 lieux de culte musulmans, contre 2500 actuellement enregistrés en France. La religion musulmane est arrivée en dernier, dit-il, et elle n'a pas pu donc bénéficier de la construction de lieux de culte, souligne-t-il. Abdallah Zekri précise que ces projets doivent être financés par les musulmans eux-mêmes et non par des financements étrangers. Les fidèles ont suffisamment d'argent, a-t-il dit, pour construire ces 2500 lieux de culte qui manquent et doivent faire face donc à l'hypocrisie de certains maires qui bloquent la construction de ces lieux. Lorsqu'une association trouve un terrain ou un local à acheter, le maire fait préemption immédiatement et bloque cette construction. Ce n'est pas dans son intérêt puisqu'on arrive à la situation de Clichy avec les prières de rue que l'on connaît. Abdallah Zekri qui par la suite a été invité sur CNews et écoutez ce qu'il a dit. Il a profité pour tacler Valls. Écoutez la réaction de Jean-Pierre Elkabbach, le journaliste. Valls, il n'a pas à m'aider. Monsieur Valls, c'est le cas s'occuper de ses affaires. Je suis français avant lui. Vous avez des politiques comme lui, comme François Bayrou, encore aujourd'hui dans le Parisien, qui vous défendent. Ne les rejetez pas. Non, il me défend pas. Moi, monsieur Valls n'a jamais défendu. Parce que monsieur Valls, quand il a été Premier ministre, il n'a plus reçu le bureau du CFCM. Jamais. Il a voulu dialoguer. Et en plus de ça, je vous dis, il passe son temps avec son islamofascisme. L'islamofascisme, chez lui, en Espagne, avec Franco, et avec Mussolini, et pas dans le monde arabe. Il est en France chez lui. Non, il est en France chez lui. Moi aussi, je suis en France chez moi. Et j'étais français avant lui. Et les Français de fraîche date. Mais il le dit, il en est fier. Nous, ça fait 132 ans. Moi aussi, je suis fier. Vous le traitez pas d'islamophobe, Manuel Valls? Si. Non. Si, parce qu'il veut pas reconnaître le mot islamophobie. Excellent. Non. Ah non, Elkabbach, il est consterné là. C'est vrai qu'Abdallah Zekri, la dernière fois, il était en interview ici. J'ai beaucoup apprécié son franc parler. Là, je trouve que sur cet extrait, il y a quand même eu un mot malheureux, en tout cas, le fait de dire que l'islamo-fascisme, c'est chez lui. En gros, il a qu'à retourner chez lui. Là, Monsieur Zekri, si vous m'écoutez, je suis navrée, mais j'ai pas du tout apprécié et adhéré en fait à ça. Alors autant quand il dénonce effectivement que Monsieur Valls n'a pas à se porter comme le défenseur des musulmans, je le soutiens totalement. Autant cette phrase malencontreuse, donc peut-être dans un élan lyrique ou de trop d'événements, ça casse en fait tout le message. Ouais, voilà. C'est un petit peu dommage parce que effectivement il se révoltait de la position et de l'attitude de Manuel Valls, mais du coup en tout cas pour moi ça pose un souci en fait. Bon, vous pourrez réagir tout à l'heure dans quelques minutes dans Libertad. Tout de suite rapidement le coup de cœur de Alan Zamani. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Ah, tu m'as dit que c'est un événement qui allait se dérouler samedi prochain. Voilà, exactement. Donc c'est le Bondy Blog qui organise en fait une masterclass. Donc ils organisent une masterclass, je crois toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc dans leur bureau. Donc là le thème c'est sur l'écologie. Voilà, donc ils invitent en fait le rédacteur en chef de Reporter et le thème c'est l'écologie est aussi importante au sein des quartiers populaires. Donc c'est le samedi 25 novembre à 14h, donc dans les locaux du Bondy Blog. Donc je vous invite vraiment à vous y rendre. Les masterclass elles durent 2 à 3 heures, c'est vraiment très très intéressant. Donc l'inscription c'est par mail à masterclass, donc masterclass.bondyblog@gmail.com. Donc vous pouvez aller voir sinon sur la page sur les réseaux sociaux du Bondy Blog. Merci Alan pour cette belle rencontre samedi prochain. Oui, donc j'y serai. Peut-être que je ferai un petit compte rendu rapide. Oui, puis un petit live déjà, puis un petit compte rendu lundi prochain. Ouais. Très bien. Allez, dans un instant, messieurs dames, la liberté a frappé à votre porte, ou plutôt à votre transistor. À vous de la saisir. 01 40 33 9000. Je ne sais pas. Nous ne savons pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous allez pouvoir nous appeler dans un instant et en toute liberté dans Libertad à suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est le moment que je préfère, c'est Libertad. Ouais, c'est vrai, Alan? Bah oui, c'est ce que je te disais. Parce qu'on sait pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. C'est le moment de surprise.
Tiens, ça va mon ami Medjed? Ça va bien, hein. Voilà. Ça va super bien. Je sais que toi aussi t'aimes bien la Libertad. Bah, j'adore ça, moi. Bon, moi, allez, je ferai la Libertad, j'appellerai pour saluer Anan la prochaine fois. Vas-y. Ouais, vas-y, fais-le. Hein. 01 40 33 9000, c'est maintenant qu'il faut prendre votre numéro de téléphone si vous avez un vrai truc à dire, un petit bonjour à passer, Ouais, pas comme réagir moi. à l'émission, enfin un truc. Voilà, vous n'hésitez pas en tout cas. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous, Kamel à l'appareil. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir. Moi j'ai toujours plaisir à intervenir et à dire et à diffuser, donc je vous le dis très rapidement. Oui, rapide. Concernant Monsieur Zekri, oui. on peut effectivement le rejoindre sur son vocabulaire à l'égard de Monsieur Valls lui-même qui est un idiot et je crois que là il faut le pointer. Mais je voudrais dire à Monsieur Zekri, s'il nous entend, que nous sommes des musulmans et nous n'avons pas besoin de ce genre de représentation. Pourquoi? Tout simplement, nous ne sommes pas les idiots utiles. Nous sommes des musulmans et j'aimerais qu'on cesse de penser que nous sommes un féodé et un pays, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, etc. Nous sommes ici pour défendre des valeurs qui sont les nôtres et nous ne sommes pas des égarés. Alors cessez, Monsieur Zekri, de vouloir parler en notre nom. Moi, je vous conseille de ne pas le faire. Et nous autres, les Maghrébins, puisque j'englobe bien évidemment l'ensemble de cette communauté, nous sommes fiers d'être ce que nous sommes et nous ne sommes pas des égarés. Cessez de parler en notre nom, c'est très important, il faut le dire. Merci Kamel. Merci. À bientôt. Il faut que vous alliez vite parce que le temps de Libertad c'est rapide, donc soyez vraiment précis, concis, précis et rapide. 01 40 33 9000. J'aimerais bien aussi avoir un peu plus de femmes dans cet espace Libertad. Il n'y a pas assez de femmes, je trouve. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Mohamed. Bonsoir, c'est Mohamed. Oui, Mohamed, on t'écoute. Ah, vous m'écoutez. Voilà, je voulais appeler pour rebondir vite fait sur Yann Moix. Parce que moi, je regarde Ruquier tous les samedis soirs, depuis Ardisson même. Ouais. Et je voulais juste dire que pour tous ceux qui croient que Yann Moix, moi, si j'étais vraiment français de confession juive, je ne lui ferais pas confiance. Je vous invite à aller voir Paul Blanc-Hu, qui il est, parce que Yann Moix, il avait fait la préface de cette personne-là, qui avait écrit un livre, et puis il y a 2 ou 3 passages comme ça antisémites, et d'où pourquoi? Parce que Yann Moix, c'est pas anodin, le fait que chaque samedi soir tape sur le musulman, histoire de défendre Israël, et puis les juifs de manière générale. Moi, franchement, si j'étais juif, je ne lui ferais pas confiance à ce type. Je vous invite tous à aller voir Paul Blanc-Hu, vous allez comprendre qui est vraiment Yann Moix. Salam alaikum. Merci beaucoup Mohamed, à bientôt et bonne soirée. Donc 01 40 33 9000 évidemment sur France Maghreb 2 pour Libertad. C'est en direct évidemment, vous appelez, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire, en tout cas vous pouvez le faire en direct avec Medjed qui est avec nous, qui sera là d'ailleurs dans un instant pour son émission quotidienne, j'ai envie de dire. Et alors on y va, France Maghreb 2, bonsoir. Ça sonne beaucoup là, allô. Ok, super. Alors ça c'est vraiment de l'intelligence à l'extrême. Ça c'est les auditeurs, tu vois, qu'on a vraiment pas besoin, tu vois. Ça c'est, il y a d'autres radios pour ça. Nous ici non, on n'en veut pas de ce genre de mec. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, salut Anan. Salut. Je sais si t'es algérienne ou marocaine. Oh là là. Qui, moi? Non mais débile. Mais c'est qui en fait? Tu sais que je vais relever le numéro de téléphone de tous ces idiots qui appellent et qui voilà, on va envoyer Medjed les chasser. Non mais là c'est à moi qui s'adresse. Ouais mais t'inquiète, faut même pas relever. France Maghreb 2, bonsoir. Salut, c'est Youssef de Paris. Salut Youssef. Je vous appelle au sujet des prières de rue. Oui. Vous trouvez normal de bloquer la circulation pour prier dans la rue, dans un pays laïque? Alors la circulation elle est pas bloquée monsieur. Non mais la route. Non, c'est pas vrai. Elle est pas bloquée. Enfin, vous trouvez ça logique? Non, je trouve pas ça logique. Au lieu de critiquer le maire qui fait des manifestations, vous devez plutôt critiquer les mecs qui bloquent qui trient dans les rues. Alors je vous le dis, les rues sont pas bloquées. Vous critiquez, vous dites on a mauvaise presse, on est critiqué à longueur de journée dans les médias. Déjà on dit rien du tout, mais je vous précise juste que les rues sont pas bloquées. C'est une fausse information que vous donnez. C'est illégal de prier dans les rues. Non, c'est pas illégal. Non, c'est pas illégal, c'est pas vrai. D'un point de vue juridique. Non, d'un point de vue juridique, monsieur. D'un point de vue juridique, monsieur, ça n'est pas illégal. Donc allez vous renseigner sur Internet. Tapez est-ce que les prières de rue sont illégales? Les chrétiens, les juifs. Bah écoutez, l'avis que vous avez c'est le vôtre. Vous avez donné 2 fausses informations. 1, les fidèles de Clichy ne bloquent pas les rues, c'est pas vrai. Et 2, pourquoi les policiers
Pourquoi les policiers alors ils ont évacué les alors ils ont pas été évacués, c'est pas vrai. Si, si. Non, ils ont pas été. Ah bah non, c'est pas vrai. Il y a eu des manifestants qui qui étaient là, donc c'était des élus qui ont bousculé les fidèles. Personne n'a évacué. En tout cas, l'association a décidé d'arrêter pour l'instant les prières de rue. Voilà. Je suis avec le ministre de l'Intérieur en tout cas. Très bien, merci Youssef. Le ministre de l'Intérieur, il dit pas du tout ce que vous dites, monsieur. En plus, le ministre de l'Intérieur, il a été vraiment pour le coup à l'opposé de votre avis. Mais bon, c'est ton avis dans Libertad. Bon. On va dire que Libertad était plutôt pas mal, à l'exception j'en ai pris pour mon grade. d'un quart d'auditeurs qui viennent d'autres radios, je pense. Hein, Medjed, c'est toi qui as été chercher cela. Non, pas du tout. Moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pour la bonne humeur. Bon, et bien justement, ça arrive dans un instant, la bonne humeur sur France Maghreb 2 avec Medjed. Nous, on est de retour demain avec Ossinoras et avec Nadia Lazouni. Anan, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Ah, je suis hyper énervée. Mais non, t'inquiète, c'est rien, ça, c'est normal. Attends. Comme ça, non, c'est rien, c'est normal. On t'aime à la folie. Bon, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine dans la joie et de la bonne humeur. Exactement. Et que les personnes qui insultent aillent insulter leur propre mère. Voilà. Donc pas du tout, non, c'est mieux encore. Voilà. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. On n'insulte personne, on est pisse ici évidemment sur France Maghreb 2 dans un instant. Medjed pour la suite sur France Maghreb 2, le flash de 18h01 avec Marine Garel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Près de 500 000 euros d'avoirs criminels et 275 000 euros en liquide ont été saisis à Saint-Dié-des-Vosges. Il s'agit du trafic de drogue le plus significatif de ces dernières années dans la région, selon le directeur du SRPJ de Nancy. Des voitures de luxe ont également été retrouvées. Les appels reçus samedi par des bases navales argentines ne provenaient finalement pas du sous-marin disparu depuis mercredi dernier avec 44 membres d'équipage à bord. La marine argentine précise en revanche que le sous-marin avait signalé une avarie lors de sa dernière communication. Le palmarès des voitures les plus volées en France, c'est une étude que révèle l'association 40 millions d'automobilistes. Pour la 4e année consécutive, c'est la Smart qui est la cible préférée des voleurs, devant les 4x4 Land Rover, la Ford Fiesta et la Clio Renault. En Allemagne, le président Steinmeier demande aux partis de revoir leur position et leur rappelle leurs responsabilités pour tenter de former un gouvernement. En clair, pas de nouvelles élections en vue pour l'instant. Hier, la chancelière Angela Merkel a reconnu l'échec des négociations avec les Verts et les libéraux. Le décès de Charles Manson en prison à l'âge de 83 ans. Présenté comme un gourou psychopathe, il avait commandité plusieurs meurtres, dont en 1969 celui de 7 personnes, parmi lesquelles Sharon Tate, la femme du réalisateur Roman Polanski. La tristesse du monde du tennis après l'annonce du décès de l'ancienne joueuse tchèque Jana Novotná à 49 ans des suites d'un cancer. Ancienne numéro 2 mondiale, elle avait remporté le tournoi de Wimbledon en 1998. Les tarifs des péages d'autoroute vont augmenter de 1,03 à 2,04% selon les réseaux à partir du 1er février 2018. C'est plus qu'en 2016 et en 2017. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.